Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Eh bien messieurs, ça va ce soir? Seb, Fred? Ça va, ça va très bien, ouais. C'était magnifique là, avec le casque, la caméra, on est high-tech ce soir. Là, ouais. Oui. Ça va. Ça toute ta vie là, ça va donner. Allez, ce soir, on va revenir sur justement le groupe pour l'équipe de France pour le Mondial 2018 qui se déroulera en Russie. On va regarder ça, on va regarder un peu tous les groupes. On reviendra sur la D1 féminine, on en a parlé, on n'en a pas parlé, ça fait un petit moment, donc on va en parler ce soir. On va parler également de la Ligue 1, on va revenir sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. On parlera de la Coupe de France car le FC Sochaux-Montbéliard était du côté de Saint-Louis pour un match... je dirais pas au sommet, mais un match où les Sochaliens ont été en difficulté. On le sait, la Coupe de France, c'est toujours compliqué. On reviendra également sur le prochain match des Sochaliens qui se passera du côté de Lorient. Ça va être également un gros match. Deux fois cette fois-ci. Voilà, ils se déplacent 2 fois à Lorient et à Clermont. Donc on les verra plus du côté du stade Bonal. Pas avant le mois de janvier. Et c'est ça. On parlera également de tout ce qui s'est passé en National 3, du côté du handball, tout ce qui s'est passé un petit peu dans la région. Mais tout de suite, on va parler équipe de France. Et le but du week-end, on en parlera. Le but du week-end, c'est-à-dire... Tu vois duquel je parlais, non? En Italie. Ah, j'en ai vu 3 moi en Italie, mais... Alors il y a celui de Benevento, qui est absolument... Non, mais j'ai pas tout regardé. Alors en plus l'histoire est belle, Benevento c'est l'équipe qui avait toujours pas marqué un seul point. Ah oui, c'est vrai. Depuis le début de la saison, on est à la 15e journée de Serie A, je crois. Et ils ont égalisé, il y avait 2-1 pour le Milan qui est en grande difficulté, premier match de Gattuso sur le banc. Milan AC, pas l'Inter Milan. Voilà, le Milan AC, contraire. oui, parce que l'Inter, eux, ils sont en tête de la Serie A. Et donc, c'est un coup franc, Fred, c'est ça qu'on a vu. Oui, c'était un coup franc. Ouais, il y a un coup franc sur la gauche, donc pour Benevento. Il y a le gardien qui est monté, c'est la 95e, et il met une tête absolument magnifique. Le gardien Donnarumma, qui est pourtant un bon gardien, est battu. Et il y a 2-2 pour ils étaient à 10, les Milanais, face à Milan. Ouais, les Milanais étaient à 10, mais c'est le premier point donc pris par Benevento. Et vraiment, l'histoire est belle. Tu iras voir le but, il est vraiment... très très joli. J'irai regarder ça parce que j'ai regardé que l'Inter Milan et j'ai regardé les 3 buts de Ivan Perisic qu'on connaît bien. Oui, aussi, ouais. Mais vraiment le très très joli but pour Benevento. Allez, on part direction l'équipe de France, direction la Russie, messieurs. Où il fait aussi froid qu'ici, donc ça va. Pas forcément un bon souvenir ce générique. Ouais, pas forcément. Non, pas forcément un bon souvenir. Ça a 2 ans. On va le changer parce que si on est un peu superstitieux, on va se porter la poisse avec ça. Ça va pas trop le faire. J'espère qu'il y aura un meilleur hymne national un meilleur hymne pour le mondial russe, à mon avis. On verra ce qu'ils vont nous préparer, justement, ce qu'ils vont nous concocter. Mais on va déjà parler justement des groupes. Alors vous allez dire, on commence par l'équipe de France. Bon, dans le groupe, il y aura donc l'Australie, le Pérou et le Danemark. Alors messieurs, c'est jouable, pas jouable? Sur le papier, c'est jouable. Le match le plus intéressant, ça va être contre le troisième contre les Danois. Ça va être joué pour la première place. Ouais, attention au Pérou quand même. Au Pérou, les équipes d'Amérique du Sud sont toujours compliquées à manier car c'est vraiment des très bons joueurs. On a regardé avec Sébastien ce matin, mais il n'y a pas trop de Péruviens. À part 1 ou 2 joueurs, les Péruviens, ils sont quasiment... Ils jouent quasiment tous en Amérique du Sud déjà ou en Amérique centrale, soit le Mexique, soit beaucoup au Pérou, quelques-uns. Au Brésil, dans des bons clubs brésiliens, ouais. Mais sinon il y en a quand même très très peu qui sont passés par l'Europe. Et puis pour les autres équipes, on a regardé l'Australie, à part les vétérans Marc Bresciano et Tim Cahill, c'est vrai que les autres c'est totalement inconnu au bataillon pour ma part. Oui. Les Australiens qui sont coachés par Jürgen Klinsmann l'allemand en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Je savais pas du tout que Klinsmann était le coach. Et puis le Danemark, c'est l'équipe la plus dangereuse et en même temps voilà ce que tout le monde a appelé pendant ces derniers jours sur internet un peu trivialement la chatte à Dédé qui a encore frappé. Le Danemark c'est l'adversaire le plus dangereux mais qu'on jouera en 3e, donc on peut être déjà potentiellement qualifié pour jouer ce Danemark où il y a le phénomène Eriksen, mais sinon c'est pas non plus c'est pas le Danemark de 92 non plus. Il y a une musique là. Je sais pas d'où ça sort. Elle doit sortir de ton ordi, je crois. Ah,
Je pense, parce que moi je l'ai pas dans le casque, donc ça sort pas de. Ça sort pas on n'est pas à l'antenne. Ça sort bien de l'ordinateur. Voilà, c'est les aléas du direct. Exactement, c'est les aléas du direct. Bon, donc sur le papier c'est jouable, mais on sait toujours qu'en football, c'est cool. Voilà. On l'a appris avec le Sénégal il y a quelques années. Oui. On se voyait tous gagner contre le Sénégal. En plus, il y avait le Danemark justement dans le groupe avec le Sénégal. En plus, c'est vrai, il y avait le Danemark. Donc attention, c'est jamais joué d'avance. Bon, contre l'Australie, je pense que ça devrait le faire. Le Danemark, ça va être, comme le dit Fred, ça sera sans doute le match le plus compliqué. Mais moi, je vais mettre un bémol sur le Pérou parce que ça va peut-être pas aussi simple que ça. Mais le Sénégal, malgré tout, alors avec le recul, c'est facile de dire ça, mais il y avait quand même Diouf, il y avait Papé Bouba Diop, il y avait des bons défenseurs, il y avait des joueurs qui jouaient quand même pour la plupart en Europe. Quasiment en Ligue 1. Et une bonne partie aussi en Ligue 1. Donc c'était quand même des joueurs qu'on connaissait. Là, l'Australie, ça semble quand même très très faible. Oui, l'Australie, je pense que ça sera l'équipe la plus faible du groupe, enfin à mon avis. Et puis le Pérou, il faut voir. Moi, j'avoue, je les connais pas du tout. Eli m'a dit qu'ils avaient un style assez offensif. C'est pas des bourrins à la Uruguay 2002 par exemple, qui étaient juste là pour cartonner, pour casser le jeu avec le tristement célèbre Dario Silva par exemple. C'est des joueurs qui jouent. En même temps, c'est bien pour l'équipe de France, non ? Parce qu'on a plus de mal contre les équipes qui sont très très regroupées. Oui, puis c'est vrai que c'est comme toutes les équipes d'Amérique du Sud, c'est des bons manieurs de ballon. Donc ils sont costauds, comme toutes ces équipes. On sait comment ça joue au Brésil, en Argentine, un peu partout, parce qu'ils sont disséminés un peu dans tous ces clubs, dans tous ces championnats. Donc oui, ça ne sera pas un match facile, mais en tout cas, ça va être un match sympathique à regarder, je pense. Puis après, une Coupe du Monde, il faut aller remporter les matchs. Tout le monde a envie de se qualifier. Donc je pense que ça va être une opposition de style sympa. Comment ? On donne rendez-vous dès le 14 juin pour la Coupe du Monde. Oui, ça sera le 14 juin. On va parler aussi des autres groupes. Allez, on commence par le groupe du pays hôte, avec la Russie qui sera dans le groupe, avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay, justement. Tu en parlais, Seb, à l'instant. Donc, ça va frotter un peu du tibia. En plus. Ça va frotter du tibia, là. Ça va être compliqué, parce que l'Égypte, c'est une équipe qui peut surprendre. Ah oui. À un moment ou à un autre, elle finira par surprendre. Ils ont Mohamed Salah, je crois, qui est égyptien. Oui, c'est ça. Qui est un très très bon joueur, qui fait une grosse saison à Liverpool. Il sera sans doute élu meilleur étranger, d'ailleurs. Ils en parlaient. Meilleur joueur étranger. Et puis les autres, c'est le Nigeria. C'est l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Ah oui, l'Arabie Saoudite, bon, a priori, c'est quand même l'équipe la plus faible du groupe. Oui, je pense. Et puis l'Uruguay, c'est Cavani, c'est Luis Suarez, et puis c'est aussi des joueurs au milieu, c'est des nouveaux qu'on connaît moins, qui jouent aussi en Amérique du Sud. D'autres qui sont déjà en Europe, des joueurs comme Diego Godin. Enfin, il y a vraiment l'Uruguay, c'est quand même des très bons joueurs. Ouais. Donc ça va être assez sympathique. Logiquement, pour moi, l'Uruguay devrait sortir première du groupe, mais attention à la Russie quand même. Et comme tu le disais, à l'Égypte qui peut en surprendre plus d'un. Surtout que c'est un peu la dernière chance pour une partie de la génération uruguayen quand même, que ce soit Godin, Suarez et puis Cavani. Je pense que c'est leur dernière Coupe du Monde. Oui, la prochaine Coupe du Monde, je pense que ils auront un peu moins de jambes. Ça va être un peu le mondial au Qatar d'ailleurs, le suivant en plus. Oui, d'ailleurs, le mondial au Qatar, c'est ça. On passe à l'Argentine maintenant. Dans le groupe de l'Argentine, on va retrouver l'Islande, la Croatie et le Nigeria. Alors là, attention à la Croatie qui est une très très bonne équipe. 98, oui, puis je peux vous assurer que ça joue très très bien en Croatie. J'ai vu quelques matchs, c'est impressionnant. Le milieu de terrain, on l'a vu avec Ivan Perisic qui a encore mis 3 buts hier. Le milieu de terrain croate est monstrueux. C'est Modric qui est au Real Madrid, qui est titulaire. Perisic devant. Rakitic qui est titulaire également au Barça. Donc c'est très très fort. Non, c'est monstrueux et très technique. Donc, alors là, moi je mets un bémol, mais je vois bien la Croatie sortir première du groupe. Moi, allez, je prends des paris. Je pense. Je prends des paris. Moi, c'est un groupe qui me fait penser à celui de l'Argentine en 2002. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était l'Argentine de Bielsa, où il y avait l'Argentine, la Suède, l'Angleterre. Et puis le Nigeria, je crois. Et puis c'était la Suède et le Nigeria qui étaient sortis du groupe, et l'Argentine et l'Angleterre donc qui n'étaient pas passés. Et là, il y a l'Argentine et il y a l'Angleterre. Non, là il y a l'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria. Oui, il y a le Nigeria, pardon. Voilà. Et puis si tu remplaces l'Islande par la Suède, tu te retrouves avec un groupe qui ressemble quand même, en plus avec une Argentine qui est pas au mieux de sa forme.
Disons qu'il compte beaucoup sur des joueurs comme Messi. Ouais. Si Messi n'est pas en forme, c'est un peu comme au Barça quoi. Si Messi n'est pas forcément en forme, ça peut être compliqué. Et surtout que la France peut affronter l'Argentine en 8e, entre parenthèses. En plus. Ouais, après, de toute façon, après... comme en 2002, 8e, quart, demi, après, ça sera que des gros matchs. Hein. Sachant que Messi, il peut pas vraiment se reposer cette saison. Hein. Non, donc est-ce qu'il va arriver est-ce qu'il va arriver justement à ce mondial sur les rotules? Moi, je pense. À moins qu'il se préserve de lui-même, mais s'il se préserve de lui-même, ça veut dire qu'il sacrifie la saison du Barça. Et ça, c'est pas gagné. En tout cas, il y en a un qui va se préserver malgré lui, c'est Umtiti, qui a 8 semaines, qui est arrêté pendant 8 semaines. Donc, c'est quand même énorme. D'ailleurs, il va rater le Classico contre le Real de Madrid. Donc, lui, il va arriver sans doute en forme à ce mondial. Un peu plus frais. Ouais. Un peu plus frais, exactement. Donc, à surveiller ce groupe parce que les Bleus sont concernés dessus. Oui. Allez, on passe au prochain groupe. Dans le groupe E, le Brésil, la Suisse, nos amis suisses, le Costa Rica et la Serbie. Là, ça va être aussi un groupe à suivre. Je dis que le Brésil va être qualifié, ça c'est sûr. Oui, on va dire que la logique nous ferait dire que le Brésil devrait terminer en tête. Après, mais attention, les Suisses aussi. Hein. Les Suisses jouent bien. Le Costa Rica, c'est pas mal. Et la Serbie, c'est pas mal aussi. Donc ça va être un groupe assez sympa aussi également. Neymar aura fait une grosse saison lui aussi en parlant du Brésil. Hein. Il aura fait une grosse saison et espérons. Oui. Faut espérer pour le Paris Saint-Germain en tout cas. Au mois d'avril. Pareil Messi, Neymar aussi. Hein, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est pas pareil, moi je pense. Messi vraiment, il porte. On a vu que le PSG sans Neymar. Il y avait des petites choses intéressantes. Et puis, il n'y a pas une Neymar dépendance comme une Messi dépendance parce que c'est plus récent, parce que c'est pas non plus... c'est pas la même histoire. Disons que si Paris est éliminé en Ligue des Champions, ça sera une année de plus. Alors que Barcelone, ça ferait peut-être quand même plus tâche et ça marquerait la fin de quelque chose. Et Messi, il est quand même déjà... Il commence à être un petit peu âgé. Vraiment, Messi porte sur ses épaules la maison Barcelone. Neymar, je pense que c'est quand même... Ça va venir, Neymar. Voilà, c'est un peu différent encore pour cette année. Je trouve qu'il s'épanouit de plus en plus dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il n'est pas dans le même rôle qu'il l'était du côté du Barça parce qu'il revenait jamais. Il revenait au milieu de terrain, mais je veux dire, c'est pas pareil. Il joue complètement différemment. Il a plus la pression de Messi. Maintenant, c'est lui la star de Paris. Hein. Ils l'ont acheté pour justement gagner des matchs compliqués, surtout en Ligue des Champions. Donc maintenant, à lui de jouer. Il est capable de le faire. Hein. On voit bien, mais c'est vrai qu'il a un rôle complètement différent et on voit que il s'épanouit de plus en plus, même si on reviendra sur la journée de Ligue 1 avec la défaite de Paris. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Allez, dans le groupe F, Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud. Allez, un petit prono. Allemagne déjà. Allemagne, oui, tenante du titre. Allemagne en tête. Suède. Le Mexique, attention, le Mexique, Suède, ça peut être sympa. Hein, ça va être pour la deuxième place, en tout cas. À moins que l'Allemagne se fasse surprendre, hein, aussi ça peut arriver. Peut-être hein, Allemagne-Suède, ça peut aussi, ça a surveillé aussi. Hein, oui, après, moi je vois bien la Corée du Sud finir dernière du groupe, mais bon, on sait jamais, avec les Coréens, ils peuvent surprendre aussi. En 2002, on a vu que leur exploit. Oui, on a vu ce que ça a donné. Et on en voit quelques-uns en Europe quand même, des Coréens. Oui, de plus en plus. Il y en a à Dijon, il y en a, il y en a à 3, je crois. Il y en a à Dijon, il y en a à 3, il y en a un peu partout. Il commence à arriver de plus en plus. Il a marqué à 3 matchs de suite. S'il avait marqué contre Paris, ça en faisait 4. C'est ça. Et même dans les autres championnats, hein, on sait que dans le championnat allemand, il y en a un petit peu aussi. Oui. Donc, après, le niveau mondial se resserre aussi. Hein. Il y a des joueurs qui viennent dans les meilleurs championnats aussi, qui viennent justement de ces pays-là et qui ensuite, justement, retransposent ça en équipe nationale et ça peut donner des surprises et ça donnera sans doute des surprises dans cette Coupe du Monde. En tout cas, on peut l'espérer. Le Mexique, je sais pas du tout ce que ça vaut, franchement. C'est pas mauvais le Mexique. Hein. Ils ont toujours été au rendez-vous. Moi, j'aime bien cette équipe mexicaine. Ils ont toujours été bien présents. Et, il y avait eu le coup du crapaud en 98. Oui, aussi c'est vrai. Mais c'est une équipe qui est toujours là. C'est comme je le rappelais tout à l'heure, c'est une équipe sud-américaine également. Il y a de la grinta. C'est technique, il y a la grinta, ils ont des bons joueurs, donc ils peuvent aussi surprendre, hein, on ne sait jamais. Et puis pareil, il y a peut-être des joueurs, c'est la dernière occasion, des joueurs dont on attendait beaucoup et qui sont un peu passés à côté de leur carrière. Je pense à Giovanni, je pense à Carlos Vela.
dont on attendait vraiment de grandes choses à Barcelone et dans d'autres clubs, puis finalement ils ont une carrière un petit peu plus confidentielle, mais qui ont à cœur de faire de belles choses avec leur sélection. Parce que c'est ça, il y a des joueurs aussi qui ne sont pas extrêmement forts en club, mais qui donnent vraiment tout en sélection, surtout quand c'est des sélections dont on sait qu'en principe elles n'iront pas au bout. Ouais. C'est ça, tout à fait. Allez, on passe dans le groupe G et H. Alors, dans le groupe G, la Belgique, le Panama, la Tunisie et... La voici, ton Angleterre, elle est là, l'Angleterre. Elle est dans le groupe G. Ça va jouer entre les Anglais et les Diables Rouges, je dirais, moi. Ouais, oui, ça peut aussi. La Tunisie peut peut-être venir mettre son grain de sel. Peut-être aussi. Son grain de sel là au milieu. Après, oui, la Belgique part pour moi favori avec l'Angleterre. Après, en football, on sait tous que... Voilà. Les deux, c'est pareil, je trouve. La Belgique et l'Angleterre, c'est deux très belles sélections. Après, est-ce que c'est deux belles équipes ? C'est à voir. Parce que ces dernières années, la Belgique avait des joueurs fantastiques, mais on voyait que ça prenait pas vraiment. Ça a l'air de mieux prendre maintenant. Oui, ça commence à prendre pas mal. Donc ça peut faire très mal. Allez, dans le groupe H, la Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon. Là, c'est peut-être un petit peu plus équilibré. C'est un petit peu plus équilibré. Il y a de belles choses dans les 4 équipes. Oui, c'est ça. C'est ça. Le Sénégal est très très bon. C'est une belle équipe, le Sénégal. La Pologne, il y a Lewandowski. Oui, la Pologne, c'est toujours costaud. La Colombie, c'est pareil. Il y a Falcao. Et puis le Japon, sa chance cette fois-ci. Et puis le Japon, ça peut aussi. Il peut y avoir aussi des belles choses au Japon. Hein, donc, il y a Kagawa. C'est peut-être le groupe, peut-être le plus équilibré. Il n'y a pas vraiment une équipe qui est. Moi, je trouve qu'il est au-dessus du lot. D'équipe favorite, on peut dire. Il n'y a pas d'équipe vraiment favorite, mis à part si on peut mettre la Pologne. Allez. On va dire Pologne parce qu'il y a Lewandowski, mais après, pour le reste, ça va être serré. C'est peut-être celui qui sera le plus intéressant à regarder aussi, parce que c'est 4 styles de football différents. Et comme on ne saura pas avant le match, il n'y aura pas de favoris, du coup il y aura de l'intérêt sur tous les matchs, parce qu'il y a des groupes, on ne va pas se le cacher. Ça sera peut-être un peu une purge à regarder, style le Panama ou des choses comme ça. Bon, on le fera parce qu'on aime le foot, mais... Oui, c'est ça. Mais voilà, il y en a où on prendra moins de plaisir, je pense. Oui, c'est certain. Allez, et puis le dernier groupe, c'est le groupe d'Hervé Renard. Comme on dit, c'est le dernier groupe avec Hervé Renard, le coach de la sélection du Maroc, qui s'est donc qualifié brillamment. Il sera dans le groupe du Portugal, de l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Celui-là, il a surveillé de très près, celui-là aussi, à mon avis. Oui, après, Portugal, Espagne, on mettait les deux ensemble. Logiquement, ça devrait être en tête. S'il y a une logique, après, on sait que dans le football, il n'y a pas forcément de logique. Après, le Maroc et l'Iran, pourquoi pas. Le Maroc peut aussi créer des surprises, hein, on ne sait jamais. Portugal, un peu moins bien, peut passer... Surtout que le Portugal, c'est pas les rois quand même du premier tour de compétition. Hein. Non. On se souvient là aussi de 2002, c'était la génération... Paoletta, la fin de Figo, tout ça, où ils avaient été éliminés, notamment dans la poule des États-Unis, je crois. Et puis ça a été très laborieux pour remporter l'Euro l'année dernière. Hein. Ils s'étaient passés avec des matchs nuls, alors beaucoup de malchance aussi. Hein. Beaucoup de poteaux, beaucoup d'occasions, mais ils étaient passés vraiment ric-rac. Je crois qu'ils font 3 matchs nuls, non, pour passer sur la poule. Ouais, c'est ça, ils faisaient 3 matchs nuls. Donc c'est quand même... Mais bon, à la finale, ils sont là, quoi. Voilà, à la finale, ils sont là. Surtout qu'il faut rappeler que 2002, c'était plutôt les 4 tombes, parce que le Portugal, certes, mais aussi l'Italie et la France qui sont tombés au premier tour aussi. Oui, et puis l'Argentine, c'était une Coupe du Monde particulière. De toute façon, c'est des Coupes du Monde particulières quand ça change de continent, parce que la Coupe du Monde en Afrique du Sud était bizarre aussi. Et donc, la Russie, c'est presque... un autre continent aussi, c'est un autre contexte. Oui, donc là aussi, ça peut être une Coupe du Monde bizarre. Et après, ça sera le Qatar. C'est un pays qui est collé entre deux continents, l'Europe et l'Asie. Donc, ouais. La Coupe du Monde de 2014 au Brésil était plus traditionnelle, on va dire. Oui, c'est vrai. Bon. Mais maintenant que c'est du côté oriental... Elle va trop servir aux Brésiliens, les pauvres. Justement, ils vont pouvoir peut-être se venger un petit peu sur cette Coupe du Monde-ci. On verra, en tout cas, rendez-vous au mois de juin 2018 pour suivre ça. On verra. 14 juin au 15 juillet, pour être précis. Oui, c'est ça. Normalement, il n'y aura pas Fred en pointe de l'attaque.
Non. Lequel de Fred? Moi. C'est toi qui vas être en pointe de l'attaque? Non, je suivrai les matchs sur TF1 et sur Bein. Ça serait pas pire si tu étais en pointe de l'attaque que le Fred de l'époque. De toute façon, à mon avis, les matchs des Bleus seront sur TF1 ou TMC, ça c'est sûr, mais après le reste, on ne sait pas. En tout cas, tout sera sur Bein Sport, ça c'est sûr. Ah, tout sur Bein. Ça, c'est une certitude. Depuis l'Euro 2012, c'est comme ça. Tout sera sur Bein Sport. Après, le reste, ils se partageront les autres rencontres. Je pense que TF1 sera sur l'équipe de France et l'Allemagne et puis Oui, l'équipe de France a retransmis quand même. Sur la une. Retransmis. De toute façon, il y a une obligation. Hein. Je ne vais pas dire gratuitement parce que comme il y a une redevance, c'est jamais gratuit. Mais en tout cas, sera retransmis sur une chaîne nationale quand même. Si c'est sur M6 aussi, non? Si c'est sur TF1 ou si c'est sur M6, il n'y a pas de redevance. Oui, il n'y a pas de redevance. Oui. Donc ce sera une alliance TF1 TMC et puis M6 W9 à mon avis. Ah bah après ils verront. Ouais, on n'en est pas là encore. Allez, on a terminé pour cette Coupe du Monde. On va reprendre l'avion et on revient du côté de la France. On vient d'ici. Allez, on va parler un petit peu. On va parler foot féminin parce que c'est vrai qu'on avait pris l'habitude d'en parler et depuis le début de saison, on en a un petit peu moins parlé. Donc on va reprendre cette habitude avec la 10e journée qui s'est jouée ce week-end. Il y a eu du carton. Hein. Comment? Il y a eu du carton, je crois. Hein. Ah, en foot féminin, ouais, ça va encore. Non, ça va encore. Il y a eu l'Olympique Lyonnais qui est allé cartonner l'Olympique de Marseille 5-0. Ouais. Le Paris Saint-Germain a battu Bordeaux 3-0. 3-0 ouais. Et ce dimanche, Fleury a battu Rodez 2-0. Soyo, pas Sochaux, hein, Soyo s'est incliné sur son terrain, peut-être Sochaux dans quelques années, hein, parce qu'on sait qu'il y a du côté du FCSM, il y a une section U12, U13. Donc peut-être que d'ici peu, il y aura peut-être une section féminine. Mais en tout cas, Soyo s'est incliné sur son terrain lourdement face à Montpellier. Ça, c'est un carton, 5-1. Albi a battu Guingamp 2-0. Eh bien, on va vous donner tout de suite le classement. Il n'y a pas forcément trop de surprises en ce moment dans le foot féminin. Hein. Premier, Lyon, 30 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain, 28 points. Troisième, Montpellier, 24 points. Et ensuite, en dernière position, 12e position, on retrouve Marseille avec 3 petits points. C'est vrai que je parlais de carton, mais c'est vrai que proportionnellement à ce qu'il y avait il y a encore 4-5 ans, où on voyait très régulièrement des 8-0, 9-0, ça se rééquilibre un petit peu. Oui, le niveau monte. Des équipes comme Lyon, Paris font progresser tout le championnat. Il faudrait qu'il y ait encore 2-3 équipes qui soient aussi compétitives. Mais après, il faut aussi trouver des actionnaires, des mécènes. Donc, c'est pas forcément évident. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Je trouve que ça se rééquilibre un petit peu. Il y a des équipes il y a des clubs qui veulent mettre plus de moyens dans leur équipe féminine. C'est ça, il y a de plus en plus de clubs. Avant, on voyait des villes qui n'étaient pas en Ligue 1 masculine. Et maintenant, on voit de plus en plus de l'Olympique de Marseille, du Saint-Etienne. Il y a Montpellier aussi, je crois. Alors qu'avant, c'était comment le troisième club? Celui où il y avait beaucoup de joueurs. Juvisy, voilà. Juvisy, on ne les voit pas en Ligue 1, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que... Et ça, c'est amené à disparaître. Ça sera de plus en plus les gros cadors de la Ligue 1 qui vont arriver avec leur section féminine. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Après, on verra Sochaux. Déjà, il faudrait qu'on retrouve la Ligue 1 assez rapidement pour pouvoir monter quelque chose. Déjà qu'on a une équipe pérenne, que ce soit en Ligue 2, mais forcément en Ligue 1. C'est le souhait, en tout cas, de toutes les supportrices et supporters du club. Eh bien, on va passer cette fois-ci à la Ligue 1 avec le jingle qui va bien. Bon, messieurs, vous avez suivi un petit peu la Ligue 1 ce week-end? Ou pas du tout? On l'a suivi. Comme toi, le week-end, je la suis. Hein. Ah, tu la suis, t'es un assidu. Un assidu du football et du sport en général, Fred. Si j'ai pas Binou Canal+, franchement, j'ai un âne, hein, franchement. Ah, après, tout le monde ne peut pas avoir toutes les télévisions. Hein, j'aime bien, moi, suivre les championnats de France de foot. Ligue 1, Ligue 2. Ouais, mais c'est ce qu'on disait encore les autres. C'est ce qu'on disait les autres semaines, c'est que même si on aime ça, c'est quand même compliqué de suivre le championnat. Alors il y a quelques émissions comme le Canal Football Club ou même plus Téléfoot, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Il y a pas la même, il y a pas le même rapport. On se sent plus détaché quand on peut pas voir. C'est-à-dire que moi, je regarde des fois le jour de foot le samedi et le CFC le dimanche. Alors donc j'ai les matchs du vendredi, du samedi. Déjà, à regarder le résumé 2 fois à regarder, quoi.
Alors, on avait la chance d'avoir PSG 3 cette semaine. Ah oui, j'ai regardé qui est passé sur C8. Ça, c'était quand même une belle initiative. Avec une belle équipe de 3, d'ailleurs, j'ai trouvé, franchement. Puis ça avait marché l'audience, j'ai vu. Ouais, il y a eu du jeu. Hein. Ils n'ont pas mis le bus, comme on dit maintenant. Ouais, franchement, ils ont vraiment fait de belles choses. Après, c'est ce qu'il faut faire. Il faut jouer contre Paris. Il ne faut pas non plus avoir peur. Hein. Après, l'équipe est logiquement plus forte que celle qui est en face, logiquement. Mais bon, après, il faut jouer comme on va le voir dans quelques instants avec Strasbourg. Mais est-ce que tu penses, parce que comme on est sur 3 et puis ça sera la continuité de Strasbourg, est-ce que tu penses qu'Emery n'a pas fait une bêtise quand même à autant faire tourner? Parce que là, il a complètement bousculé après, l'équipe. C'est vrai qu'il y a un gros match et un match aussi important contre le Bayern Munich. Mais bon, quand on fait tourner à Paris, bon... Quand tu vois le banc parisien... Oui, non, mais je suis d'accord, mais tu casses quand même tous les automatismes. Moi, je trouve que c'est pas très malin d'autant tourner. Il vaut mieux... Après, il a changé peut-être pas mal de joueurs, mais bon, après, ça reste quand même des joueurs qui se connaissent quand même depuis un petit moment. Donc... C'est pas une excuse, hein. Logiquement, ils auraient dû gagner. Hein. Oui. Mais... ils se sont fait surprendre sur... Bon, Strasbourg n'a pas non plus 50 000 occasions, mais bon, en tout cas, les occasions, les deux qu'ils ont, ils les ont mis au fond. C'est ça, ils ont été 100% réalistes et c'est surtout ça qui est important face à Paris. Il ne faut pas rater les premières occasions. Si tu leur en mets un au fond, après, c'est soit tu les énerves, tu en prends 5, ou soit tu défends bien. Et puis après, Strasbourg a bien défendu, Strasbourg a bien joué. Il ne faut pas dire que c'est Paris qui a perdu, hein. C'est comme le rappelait Thierry Loret, c'est pas Paris qui a perdu, c'est Strasbourg qui a fait son match, qui a bien joué. Il ne faut pas non plus respecter trop cette équipe de Paris, il faut leur rentrer dedans tout simplement. Hein. Quand tu rentres sur le terrain, faut rentrer dans l'adversaire, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu peur. Après, ils auraient pu en prendre 5 aussi, mais parce que Paris a quand même des grosses occasions, ils ont quand même vendangé quand même pas mal, il faut reconnaître. Mais le football, c'est ça, il faut de l'efficacité, il faut les mettre au fond. Et Paris a su, en tout cas sur cette rencontre, juste mettre un but, mais ça suffit pas. Mais il y avait un climat aussi. Au début, c'était quand même c'était assez costaud comme match. Oui, après, il y a eu du contact, et puis après, au fur et à mesure, la pelouse a gelé, et on a vu que ça glissait pas mal des deux côtés. Oui, bien sûr. C'est le même terrain pour les deux, hein. C'est pas pour chercher des excuses. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, quand tu rentres sur le terrain, il faut. Donc ça balançait un peu. Après, c'était moins. Voilà. Les contacts à partir de 30 minutes de jeu, c'était plus très intéressant. Ouais. C'est vrai, quand tu rentres sur le terrain, les contacts sont rugueux parce qu'il faut que tu montres à l'adversaire que ce soir, ça va être difficile. Ça va être compliqué pour lui. Bon, même si c'est Paris, après, c'est la magie aussi du football. Lui, Paris ne va pas gagner tous ses matchs cette saison. Oui. Il y a ça aussi, quoi. Et ça fait plaisir de retrouver la Méno quand même, de retrouver. C'est bien que Strasbourg soit en Ligue. Hein. C'est vraiment une bonne chose. Ça. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde dans le stade. Les gens attendaient ça depuis des années. Hein. On sait ce qui s'est passé du côté de Strasbourg. Allez, on débute cette 16e journée. C'était ce vendredi 1er décembre avec Dijon qui recevait Bordeaux. Et c'est pourtant Bordeaux qui va ouvrir le score par Cafou à la 13e minute de jeu. C'est Yambéré qui va égaliser pour Dijon à la 34e minute de jeu. Et 2 minutes plus tard, c'est l'inévitable Malcolm, le joueur en forme du côté de Bordeaux, qui va donner l'avantage aux Bordelais à la 36e minute de jeu. Et c'est ensuite Benjamin Janot qui va égaliser pour Dijon. Et c'est Wesley Saïd, l'ancien joueur de Rennes, à la 86e minute de jeu, qui donne la victoire à cette équipe de Dijon. En tout cas, un excellent match. Très bon match de Dijon, qui n'a exactement comme on le disait pour Strasbourg, qui n'a rien lâché. Et en plus, il s'impose 3-2. On va écouter la réaction du milieu de terrain Morgan Amalfitano. Pour lui, le principal, c'est de prendre des points. Donc ce soir, ils ont pris 3 points. Et Benoît Costil, lui, il dit simplement on ne peut pas continuer comme ça. Faut peut-être changer le gardien. C'est ce qu'on cherchait, prendre des points, plus de points possible en première partie de saison. Donc il faut continuer, il y a encore quelques matchs avant la trêve, donc amasser les points pour essayer d'avancer pour le maintien plus rapidement. Je sais pas, sincèrement, je sais pas. C'est compliqué, sincèrement, je saurais même pas quoi vous dire. Là maintenant, on a été très bon défensivement contre Saint-Etienne, on a été rassurés en ayant 2 numéros 6. Ça nous a vraiment fait du bien, mais là, oui, mais c'est un constat juste. Non, on peut pas continuer comme ça. Faut changer le gardien, vous savez. C'est l'association facile, hein, non ? Si, peut-être. Voilà, c'était le résumé donc de Dijon-Bordeaux avec cette belle victoire des Dijonnais. Rien ne va plus pour Bordeaux quand même depuis quelques matchs, eux qui avaient bien démarré. Oui, c'est compliqué pour cette équipe bordelaise, mais bon, je pense qu'il y a quand même des motifs de satisfaction, même si c'est difficile d'en trouver quand on perd.
Mais c'est vrai que cette équipe bordelaise glisse, hein, elle est 11e au classement avec 20 points. Et en tout cas, cette équipe de Dijon, elle remonte, elle est 10e avec 21 points. Donc, en tout cas, les Dijonnais sont en forme en ce moment et ils ne lâchent rien sur le terrain. C'est vrai qu'ils ont un début de saison compliqué parce qu'ils ont reçu tous les gros d'entrée. Donc, forcément, ils n'ont pas marqué beaucoup de points. Mais en tout cas, on voyait du jeu dans cette équipe. Et Olivier Dalloglier, en tout cas, a bien su remotiver ses troupes et il l'emporte 3-2. Allez, on passe au prochain match. C'était ce samedi à partir de 17h. On en a parlé, le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté, tu l'as dit Seb tout à l'heure, de la Méno. Et c'est Strasbourg qui va l'emporter 2-1 avec un but de l'ancien joueur de Valenciennes, Nuno Dacosta, à la 13e minute de jeu. C'est Kylian... Tout seul, hein. Oui, c'est ça, tout seul. Et c'est Kylian Mbappé à la 42e qui va égaliser pour l'équipe parisienne. Et c'est finalement Baoken en fin de match, à 65e minute de jeu, le match n'était pas encore terminé, et qui va donner l'avantage à Strasbourg et surtout la victoire, car Strasbourg n'a rien lâché en fin de match et s'impose 2-1. On va écouter une énorme émotion. On va écouter la réaction de Dimitri Liénard, l'ancien joueur de Belfort. Il dit tout simplement c'est la magie du football, on ne pouvait pas rêver mieux. Avant de commencer le match, c'est ce qu'il disait, avant de commencer le match, on ne pensait pas du tout, pas forcément battre Paris, mais on était dans cette optique parce que quand on est compétiteur, on vient pour gagner un match et ensuite c'est la magie du football qui a fait le reste, mais c'est aussi cette équipe de Strasbourg qui a fait beaucoup. Et Javier Pastore, lui il revient sur le championnat, il dit c'est un championnat difficile et on ne va pas gagner tous nos matchs. Et, on ne veut pas non plus forcément rester... on veut rester invaincu, mais on ne gagnera pas tout. C'est une énorme émotion. D'où je viens, un jour, pouvoir jouer contre Neymar ou jouer contre toutes ces stars, ou Cavani, Mbappé, ça va tellement vite, c'est tellement fabuleux de se dire de pouvoir les battre. Ils vont aller à la Coupe du Monde, ils vont peut-être être champions d'Europe, ou on ne sait pas. Pouvoir les battre, ça fait un an, ils sont invaincus. C'est une émotion, j'ai envie de dire, énorme. Honnêtement, faire les pieds sur terre. Bien sûr, on rentre sur le terrain, on va pas se dire on va perdre, on va jouer le coup à fond. Mais après, de là à se dire avant le match, on va les battre, ça serait prétentieux quand même. Faut quand même. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu les pieds sur terre. Je pars pas perdant. Mais comme quoi, dans le football, il y a de la magie et c'est pas que de mettre des noms sur un papier qui font qu'on peut gagner un match. Et en tout cas, je suis ravi et heureux ce soir d'avoir pu battre le PSG. Maintenant, ça s'arrête pas là. On a encore 3 matchs super importants jusqu'à Noël. Il faudra qu'on s'appuie sur ce genre de prestations où on est capable, si on est tous solidaires et si on va tous dans le même sens, de pouvoir faire de belles choses. L'adversaire, il a eu 2 occasions, on n'était pas à 100% concentré dans les 2 occasions et l'équipe adversaire il a marqué. Après ils ont défendu très bien, on a essayé de beaucoup de manières de gagner ce match, mais bon, on n'est pas arrivé à marquer le 2e but et on a perdu ce match. Mais l'équipe, il a bien joué, il voulait gagner. Il y a beaucoup de bonnes équipes ici, et en ce championnat aussi. On arrive toujours d'arriver à être en difficulté dans les championnats, comme tous les années, parce que c'est le normal. Mais ce n'est pas un objectif à nous. L'objectif, c'est d'arriver à la fin du championnat première et gagner le championnat. Oui, l'objectif de Javier Pastore et des Parisiens, c'est d'être premier à la fin de la saison et surtout de remporter le titre. Bon, ils ont toujours, on le regardera tout à l'heure le classement, toujours 9 points d'avance sur Monaco. Allez, on part du côté de Lille. Lille qui avait perdu son entraîneur il y a peu de temps, avait envie de faire quelque chose justement en recevant le Toulouse de Pascal Duprat. Et finalement, c'est Lille qui va s'imposer par un petit but 1-0, un but de Nicolas Pepe à la 63e minute de jeu, un très beau but d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est magnifique, il touche la barre transversale juste en dessous et ça rentre, une belle frappe sans beaucoup d'élan. Et puis ensuite, il y a eu un penalty également pour cette équipe toulousaine en fin de match et c'est Mike Maignan qui l'a arrêté de belle manière. Et finalement, Toulouse ne s'en sort pas. Toulouse a encore perdu et Toulouse est pour le moment relégable, 18e avec 16 points. On va entendre la réaction du buteur, Nicolas Pepe, qui lui dit qu'il faut continuer à enchaîner les victoires parce que Lille est juste 17e avec 18 points. Et également Pascal Duprat, qui lui, tout simplement, il dit on ne mérite pas de perdre cette rencontre. Ouais, c'est sûr que Yacine me lance en profondeur. Je rate un peu mon contrôle. Je vois que j'ai l'occasion de tirer, je saisis ma chance et but. Ouais, c'est sûr que j'ai marqué un très beau but qui a permis aussi à l'équipe
remporter ce match. Mais voilà, c'est pas aussi que grâce à moi, c'est tout un collectif. Voilà, on a vu avec Mike qui arrête le penalty. On a vu qu'on travaillait bien en bloc. Voilà, on était tous ensemble. Et voilà, il y avait de la cohésion dans cette équipe. Voilà. Maintenant, on va s'appuyer là-dessus et enchaîner pour continuer à enchaîner les victoires. Bien sûr, il faut enchaîner. Voilà, on sait qu'on a un très très gros match contre le Paris Saint-Germain au Parc. Voilà, maintenant, on va tenter de faire un exploit. Maintenant, on a vu aussi ce penalty assez litigieux. Voilà, je pense pas qu'il y ait penalty, même pas du tout. Je pense que voilà, Faudel avait pris de la cuisse, mais voilà, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et comme on l'a vu aussi, Mike a su sortir ce penalty pour nous donner la victoire. Bien sûr, quand on gagne, on est content. Voilà, maintenant aussi, quand ça n'allait pas bien, on essayait d'être solidaire. Voilà, maintenant, on s'est dit aussi que le travail allait payer. Maintenant, on voit que ça paye. Maintenant, on commence à prendre confiance. Mais voilà, on ne va pas s'arrêter là-dessus. On va continuer à bosser pour continuer à enchaîner les victoires. En fait, j'ai trouvé qu'on a fait un bon match et qu'on ne mérite pas de perdre. Nous avons beaucoup de joueurs, notamment dans le secteur défensif, qui font défaut. Et en plus, au bout de quelques minutes, Clément Michelin, que l'on place à gauche, est malheureusement contraint à sortir. Donc on essaiera d'aller les chercher la prochaine fois. On jouera contre eux pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir, on ira les chercher. Voilà, c'était la petite phrase de Pascal Duprat. Ben oui, les résultats ne sont pas très bons du côté de Toulouse, mais c'est moi le responsable, comme dirait Pascal Duprat. Ouais. Moi, je pense que ça va être très compliqué pour Pascal Duprat de finir la saison. Bah, je sais pas, c'est vrai que pour le moment, oui, il y a des rumeurs comme partout quand ça va pas bien, mais bon, en tout cas sur le papier, il a quand même une belle équipe, hein, mais on sait ce que c'est le football, hein, des fois même en ayant des beaux noms sur la feuille de match, des fois la mayonnaise ne prend pas ou ne prend plus. Non, mais c'est sa façon de communiquer, c'est sa façon de. On sent que. On sent qu'il a un peu voilà, c'est passé la lassitude. Ouais, c'est passé de quelque chose de sympa qu'on avait envie de retrouver et qui peut à quelque chose d'agacé, ça passe moins bien. Oui, là je pense qu'il est un petit peu abattu à la fin de cette soirée avec ce penalty arrêté en cette fin de match. Allez, on passe du côté de Monaco qui recevait l'équipe d'Angers. Eh bien, c'est finalement Monaco qui va s'imposer exactement comme Lille, 1-0, un but de Radamel Falcao dès la 2e minute de jeu. Bon, il ne fallait pas être en retard du côté du stade Louis II, il ne fallait pas rester trop longtemps à la buvette ou être dans les embouteillages, parce que, bon, quoi qu'à Monaco, les embouteillages, il n'y en a peut-être pas des masses, hein, surtout quand c'est un match de championnat. Et dès la 2e minute de jeu, eh bien, c'est le score final 1-0. On va entendre la réaction de Djibril Sidibé qui lui dit notre objectif c'est la 2e place. Alors là j'ai un peu de mal à comprendre ça y est, ils sont déjà résignés, c'est fini, ils sont sûrs d'avoir la 2e place, donc ils vont même pas essayer d'aller chercher la première. Moi je sais pas. Non, mais si on prend la totalité de la déclaration, il dit que Paris a acheté Neymar et Mbappé pour aller chercher la première place, et donc oui. voilà, on sait qu'on se bat pour oui, la pas deuxième. forcément à armes égales, mais voilà. bon, après il faut aussi oui, pourquoi pas, on peut toujours aller chercher la première place, même si les autres ont mis bien évidemment de gros moyens en place. Et Stéphane Moulin, ce soir on méritait un point, et c'est vrai que cette équipe d'Angers aurait mérité un point. Oui, c'est une satisfaction, l'objectif c'était les 3 points. Bon, le match était un peu compliqué, un peu laborieux, un peu de stress ce match, beaucoup d'erreurs techniques, mais bon, le principal c'était les 3 points, donc mission accomplie. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas de match facile, on l'a vu avec Paris juste avant de débuter cette rencontre, qui s'est fait piéger là-bas à Strasbourg. Alors, on est tombé face à une équipe d'Angers qui était solide, qui a joué avec ses valeurs. Alors, le match était un peu, je ne vais pas dire bizarre, mais on a essayé de les déstabiliser, mais ils étaient bien regroupés. Et à la fin, sur quelques erreurs d'inattention, on a failli repartir avec un point. Moi, je pense que l'objectif, c'est de se concentrer sur nous. Après Paris, voilà, ils font leur championnat. On sait que voilà, ils ont investi pour finir premier. L'objectif, nous, c'est la 2e place. Voilà, on verra ce qui va se passer dans l'avenir, mais l'ambition du club, c'est d'aller toujours le plus haut. Voilà, la politique, c'est de former les jeunes et puis de toujours garder cet état d'esprit, tout simplement. Déjà qu'on n'est pas dans une situation très favorable, et on se la rend encore plus compliquée au bout de 2 minutes. Donc évidemment, on se complique la tâche. Après, comme très souvent, on a su faire face, malgré une première mi-temps où j'ai senti beaucoup de retenue de la part de l'équipe. Il a fallu
il a fallu bien redire aux joueurs qu'il fallait entreprendre et oser pour voir une meilleure deuxième mi-temps. On était venu là pour essayer de réaliser un coup. Donc on n'est pas venu là pour bétonner ou on est vraiment venu là et l'esprit de la deuxième mi-temps m'a plu parce que c'est ce que j'avais demandé aux garçons. L'efficacité, quand on a des opportunités comme on les a, il faut au moins en convertir une. On est capable de faire ces choses-là. Après, il faut concrétiser. Mais je pense, ce soir, qu'on méritait un point. Ben oui, on méritait un point, mais finalement, Angers n'a pas eu ce fameux point que réclamait Stéphane Moulin et repart avec la besace toute vide. Allez, on part du côté de Troyes qui recevait l'équipe d'Antoine Camboré, c'est-à-dire Guingamp. Alors, ça ne s'est pas très bien passé pour cette équipe troyenne, réduit à 10 assez rapidement. Elle a fait ce qu'elle a pu et finalement elle s'incline 1-0 sur un but de Jimmy Briand, la 22e minute de jeu. Alors on va entendre la réaction de Karim Azamoun, le joueur de Troyes. Ils ont eu plus de maîtrise et aussi de la réussite. Il en faut en football. Et Antoine Camboré, j'aimerais bien que mes joueurs rééditent de tels matchs tous les week-ends. Et il dit aussi que Guingamp aurait pu marquer plus de buts. Et on est très déçus. En plus, on perd un joueur sur expulsion. Donc voilà, c'est une soirée compliquée. Mais bon, on sait que dans ce championnat, ça sera compliqué jusqu'à la fin. Donc voilà, on s'attend encore à des matchs difficiles. Et vous savez, quand on joue le maintien, c'est toujours compliqué. Aucun match n'est facile. Il faut se battre à chaque fois. Et ce soir, il fallait encore se battre. Et malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur. Ils nous ont gênés au niveau de la maîtrise, où ils en ont eu peut-être un peu plus que nous. Ensuite, moi je pense aussi qu'il y a un petit facteur un peu chance ou un peu plus de réussite. Voilà, en première mi-temps, quand même, ils n'ont pas forcément de nombreuses occasions. Ils ont une belle occasion. Matt fait l'arrêt. Ensuite, nous aussi, on a une occasion où ça tape la barre. Après, ils arrivent à ouvrir le score avec un coup de pied arrêté. Donc, voilà, c'est sur des matchs comme ça, quand c'est le 3e match en semaine, des fois, ça se joue sur ces détails-là. Et là, ça n'a pas tourné en notre faveur. Formidable résultat et surtout la récompense d'une très belle prestation. Voilà. J'ai aimé bien sûr le résultat, mais surtout la façon dont on a joué. Et c'est ce que j'attends de mes joueurs tous les week-ends. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On s'est appuyé sur nos 2 derniers matchs. Le match à l'extérieur à Marseille, même si ça a été une défaite, on a perdu 15-0. J'ai eu le sentiment dans les discussions que j'ai eues avec mes joueurs que ça les avait confortés. On a ressenti une équipe solide et puis après le dernier match à domicile avec la réception de Montpellier, on a été très bon en première mi-temps, puis on a fait une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, mais on n'a pas pris de but. Et là, à partir de cette base, on a pu construire notre victoire ici à Troyes avec une défense très solide, une grosse maîtrise, et puis surtout beaucoup d'occasions. Le regret, c'est que quand tu ne marques pas le deuxième but, tu n'es jamais à l'abri d'un retour et on a tremblé jusqu'au bout, mais en tout cas, le principal, c'est qu'on a réussi à marquer ce petit but qui nous donne les 3 points de la victoire. Eh bien oui, ce petit but, ça suffit à Antoine Camboré et aux hommes, et en tout cas à ces garçons qui ont battu cette équipe de Troyes 1-0. Allez, on part du côté de l'Alliance Riviera, et c'est ça se passe du côté de Nice, avec Nice qui recevait l'équipe de Metz. Metz dernier, avant cette rencontre, mais dernier depuis un petit moment. Et cette équipe messine voulait réaliser quelque chose du côté de Nice. Eh bien, ça commence mal avec Alassane Plea qui ouvre le score à la 26e minute de jeu. C'est pourtant 3 minutes plus tard Nolan Roux qui va égaliser pour cette équipe de Metz. Et ensuite, l'inévitable Balotelli à la 56e minute de jeu va donner l'avantage aux Niçois avant que Alan Saint-Maximin ne donne le 3e but pour cette équipe de Nice et les mette à l'abri à la 71e minute de jeu. On va entendre la réaction de Lucien Favre qui lui 2 matchs 6 points, ça fait plaisir. Moi, je me doute, vu dans quel état était cette équipe de Nice, ça lui fait du bien, ça la fait remonter au classement en tous les cas. Et vous allez entendre Frédéric Hans et également Nolan Roux, qui n'est pas Roux, Nolan Roux, et qui dit rien ne nous sourit en ce moment. On aimerait bien que la roue tourne en tout cas pour cette équipe de Metz, mais ce n'est pas le cas. 2 victoires, 6 points, et puis ça fait du bien. Mais on est conscient du reste.
c'est la Ligue 1, c'est le haut niveau, il n'y a pas de pitié. On doit s'inspirer de ce match de contenu pour avancer dans notre jeu et dans nos résultats. À chaque fois, il y a une petite chose, il y a un coup franc, c'est contré, ça va dedans au lieu d'aller à côté. Il y a une frappe contrée, pareil, ça va dans la lucarne. Donc on n'est pas récompensé de nos efforts. Et c'est pas comme si sur le terrain on montrait pas d'envie. Alors parfois c'est difficile parce que quand on enchaîne que des défaites comme ça, mentalement c'est dur. Mais chaque week-end on essaye d'oublier et de mettre autre chose et de mettre plus sur le terrain et on n'est jamais récompensé. Donc c'est vraiment difficile. C'est difficile pour Nolan Roux, c'est difficile pour Frédéric Hans qui vient d'arriver au club de Metz. Pas évident de remettre en route la machine quand les têtes sont déjà, on va dire, pas plombées, mais bon, c'est compliqué d'évacuer tout ça. Metz qui a 4 points. Premier non relégable, c'est Lille qui est 17e et avec 18 points, il y a déjà 14 points de retard. Ça va être une saison, je pense, galère pour cette équipe messine. Il faut réagir en tout cas tout de suite, à mon avis, s'ils veulent vraiment avoir encore une chance. Car après, ça va être compliqué. Non, messieurs? Quand on entend déjà les noms des buteurs, Saint-Maximin, qui est quand même un espoir du foot français, Alassane Plea, c'est pas mal non plus. Il a fait des belles choses ces 2 dernières années. Bon. Mario Balotelli, on sait ce que ça peut donner quand il est dans de bonnes conditions. On se dit que Nice, logiquement, doit jouer le haut du tableau parce qu'il y a encore des joueurs derrière. Alors, ils en ont perdu pas mal à l'intersaison, mais il reste quand même du beau matériel. Lucien Favre, je pense que c'est quand même pas le plus mauvais des entraîneurs. Le contexte est pas mal, c'est assez chaud bouillant du côté de l'Alliance Rivera. Donc, voilà, Nice doit être au moins dans la première partie de tableau. Et pour Metz, oui, ça va être compliqué, mais on le savait depuis le départ que ça allait être compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué pour cette équipe de Metz. Après, Nice, c'est vrai, Nice a perdu des joueurs importants. Et je pense qu'ils n'ont pas encore pu les remplacer. Et c'est pour ça qu'ils en sont là actuellement. Donc cette équipe de Nice va peut-être, justement, ces 2 victoires d'affilée vont peut-être leur faire du bien. Et ils vont remonter progressivement parce que ce championnat est très serré. Nice a 20 points. On va dire que le 6e Rennes est à 24 points, donc c'est rien. Surtout avec les victoires à 3 points. Ouais, surtout qu'on sait que c'est Rennes. Rennes, il tourne bien en ce moment. Justement, tu fais bien de faire la transition parce que c'est le prochain match. Rennes qui recevait l'équipe d'Amiens. C'est Rennes qui va s'imposer 2-0 avec un but de Wabi Kazri, l'homme en forme du côté de Rennes depuis qu'il a été repositionné, parce qu'il a changé de position sur le terrain. Et bien justement, ça marche bien pour lui. Et il marque l'ouverture, en tout cas, il provoque l'ouverture du score pour cette équipe de Rennes. Et ensuite, sur un coup de pied arrêté, c'est Benjamin André qui met une superbe tête. Voilà, il coupe au premier poteau, ce que ne font plus les joueurs. Parce que vous pouvez regarder, moi j'ai vu quand même pas mal de matchs, il n'y a plus personne qui coupe au premier poteau. Et là, il a coupé au premier poteau. Et franchement, si vous avez l'occasion de revoir ce but, regardez-le parce que franchement, la tête, elle est magnifique. Imparable. Le gardien n'a même pas bougé. De toute façon, il n'a même pas esquissé le moindre truc. Pleine lucarne. Donc, c'est quand même assez sympa. Et puis, on va justement écouter la réaction justement du buteur, des 2 buteurs en tout cas, Benjamin André et Wabi Kazri. Cette victoire fait plaisir face à une équipe qui n'avait pas perdu depuis longtemps. Amiens, c'est vrai, était sur une bonne dynamique. Et Christophe Pellissier, l'entraîneur d'Amiens, il y avait une belle équipe en face ce soir. Il faut leur rendre hommage. D'enchaîner 3 victoires d'affilée, surtout en une semaine courte comme ça, donc on est très content. Moi je suis très content des joueurs et on a prouvé qu'on avait un gros mental, enchaîner comme ça, surtout face à une équipe qui n'avait pas perdu depuis très longtemps, qui était difficile à manœuvrer. Remporter ce match à domicile devant notre public, ça fait très plaisir. De réussite, on sait comment c'est. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Je touche du bois pour que ça continue. Ouais, je prends du plaisir. C'est vrai que, comme je l'ai dit, j'ai la confiance de mes partenaires. C'est encore plus facile. Et c'est vrai que quand tu sens la confiance de tes partenaires, de ton équipe, de ton club, tu te sens bien et me met dans les meilleures conditions. Maintenant, à moi de continuer à les aider à être performants et essayer de marquer le plus de buts possible. Ce soir, on manquait trop d'énergie pour pouvoir rivaliser avec cette équipe de Rennes. Je l'ai dit, la meilleure équipe a gagné ce soir. On n'a pas de regrets à avoir parce que je pense que notre jeu, qui est fait surtout d'intensité, ce soir, les joueurs avaient un peu moins de carburant. C'était notre 5e match en 15 jours. Donc on a vu ce soir qu'on a peiné malgré les rotations. Mais il faut aussi souligner la très belle équipe qu'on avait en face. Donc voilà, mais je crois que ce soir, il n'y a rien d'infamant de venir perdre à Rennes. C'est sûr que notre série s'arrête, mais on savait qu'on allait
toutes les séries ont une fin. On savait qu'on n'allait pas tout gagner jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, là, on va bien récupérer pour enchaîner les 4 matchs qui nous restent jusqu'à la trêve. Eh bien, on espère pour Amiens qu'ils vont bien enchaîner et qu'ils vont se remettre de cette défaite. Allez, on passe au match qui avait lieu ce dimanche avec Saint-Étienne qui recevait Nantes dans un stade quasiment vide. Il y avait 15 000 personnes. Les 2 tribunes de chaque côté ont été fermées suite à ce qui s'est passé avec un Nabil Fekir et surtout l'envahissement du terrain. Donc c'est sûr que ça fait bizarre, on entend bien les joueurs, on entend bien tout le monde. Et finalement, ça va donner un but partout avec également donc, l'ouverture du score pour Saint-Étienne avec Vincent Pinjot qui met une mine pleine lucarne à la 38e minute de jeu, superbe but. Et c'est ensuite Emiliano Sala à la 61e minute de jeu qui va égaliser pour cette équipe de Nantes. Nantes qui s'est fait refuser un but pour un hors-jeu complètement imaginaire. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. On va justement écouter la réaction de Brian Dabo, qui pour lui, ça reste un bon point. Et Claudio Ranieri, on a eu des occasions, mais Saint-Étienne aussi. En première mi-temps, je ne nous avais pas vu malade, pas du tout. En deuxième, on a reculé. C'est là qu'ils ont pris l'ascendant sur nous et qu'ils ont marqué leur deuxième but sur un contre, un cafouillage. Je sais pas, après à froid c'est compliqué d'analyser sans revoir les images, mais on a reculé je pense, comparé à la première mi-temps. Et eux ils ont avancé sur nous, ils ont mis les ballons dans la boîte. On n'a pas été pris hors de position plein de fois, j'ai que l'image d'un face-à-face ou d'un centre à la dernière minute. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à mettre le but égalisateur. Ah oui, c'est normal, quand on perd, c'est normal qu'il y ait un manque de confiance. Après, on lâche rien. Donc ça, c'est à l'honneur de tout le monde. Tout le monde est derrière le coach. On est très, très, très unis, contrairement aux bêtises qui peuvent circuler. Donc après, voilà, si on reste dans cet état d'esprit, dans l'état d'esprit de la première mi-temps, je pense que ça va revenir, forcément, ça va revenir. Et il faut se réfugier dans le travail plutôt qu'autre chose. Mais je pensais que c'était un bon match. L'équipe voulait gagner. Il a eu bonne chance pour Saint-Étienne, bonne chance pour nous. Était match nul. Et donc, je pense que les supporters ont été contents de le spectacle, comment ça va dire, le show. Mais je suis satisfait parce que quand tu peux gagner ou peux perdre, et donc le match nul, c'est un point. Ben oui, le match nul, c'est un point, comme dirait Claudio Ranieri. Bon, il le fait mieux que moi. Hein. Allez, on part du côté du stade Malherbe où l'Olympique lyonnais, en grande forme en ce moment, se déplacer du côté de Caen. Et c'est Lyon qui va s'imposer 2-1. Un but de Maxwell Cornet à la 10e minute de jeu et un but de Mariano Diaz 54e. Et Lyon mène déjà 2-0. Et c'est Ivan Santini en fin de match à la 90e minute de jeu qui va réduire le score pour cette équipe de Caen. Après, je ne sais pas si vous aviez vu la semaine dernière, quand Caen est allé jouer du côté de Strasbourg, c'est une petite anecdote, Caen a oublié un de ses joueurs. à la sortie des vestiaires, c'est Ismaël Diomandé. Alors c'est vrai que c'était mardi, c'était parce que la journée de championnat avait lieu dans la semaine, donc ils avaient fait match nul 0 partout à Strasbourg. Et donc, voilà ce qu'il dit le joueur. Je sors, je ne vois plus le bus. J'appelle, ils sont partis sans moi. C'est ce qu'il a raconté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, à la sortie des vestiaires, comme il était occupé à discuter avec son ancien coéquipier de Saint-Étienne, Idriss Saadi, pardon. Et donc Ismaël Diomandé il a pensé d'abord que le bus n'était pas encore arrivé, il n'était pas là. Et c'est quand il est sorti du stade, il a réalisé que ses coéquipiers étaient partis sans lui. Alors il dit heureusement ils n'ont pas pris le vol sans moi. J'attends, je crois qu'ils vont me déposer à l'aéroport, mais c'est fou quoi. Alors, c'est vrai que c'est une mésaventure assez drôle. Hein. Bon, il n'a pas perdu le sourire pour autant, le joueur. Ça a plutôt amusé ses coéquipiers, parce que quelques heures plus tard, Youssef Haït Benasser, lui, il a publié quelque chose sur Twitter, un montage avec donc Ismaël Diomandé dans la peau du héros du film « Maman, j'ai raté l'avion ». En tout cas, ça prouve qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe de Caen, mais ça ne lui a pas permis en tout cas de battre cette équipe de Lyon qui est en grande forme en ce moment. Mais ils ont perdu Lyon quand même la journée d'avant, non ? C'était contre qui ? C'était pas contre Lille qu'ils ont perdu ? C'était contre Lille. Donc un petit coup d'arrêt quand même pour les Lyonnais. Oui, un petit coup d'arrêt. Mais et puis 2 victoires de suite pour les Lillois. Oui, c'est ça, 2 victoires de suite pour les Lillois. Oui, c'est vrai que Lille redresse bien la barre. Bon, tu me diras,
vu d'où ils partent, ils sont un petit peu obligés. Mais ils avaient perdu 3-0 leur premier match sans Bielsa aussi, je crois. Oui, c'est ça. Ils avaient perdu. Saint-Etienne ou Montpellier Je crois que c'était à Montpellier. Ah, ou Montpellier. Oui, ça devait être à Montpellier. Bon, je pense que le président a peut-être poussé aussi un petit coup de gueule, histoire de remotiver un petit peu tout le monde. Et on va écouter justement la réaction d'Anthony Lopez, le gardien de cette équipe lyonnaise. Pour lui, l'essentiel, ce sont les 3 points. Et Patrice Garande, j'ai aimé la réaction de mon équipe. Bon, face à Lyon, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Partie des matchs de championnat, il y a des matchs où on va sûrement s'imposer un peu plus facilement et il y a des matchs où il va falloir aller à la guerre jusqu'à la dernière seconde. C'est ce qui a été fait cet après-midi. L'essentiel, c'était de vraiment prendre les 3 points, de se racheter de notre non-première mi-temps contre Lille à domicile et chercher les 3 points aujourd'hui. On est déçus parce qu'on avait préparé ce match pour le gagner. Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est que je trouve que ce qu'ont fait les joueurs est remarquable malgré la défaite. Après, on ne peut pas se satisfaire d'une défaite, mais il faut quand même... Je trouve qu'aujourd'hui, on n'avait pas les jambes, on n'avait pas tout ce qu'il fallait. C'était notre 3e match quand même, donc ça a quand même joué. C'est ce qui a sûrement fait aussi qu'on n'a pas été capable dans ce premier quart d'heure de mettre de la folie tout de suite. Si j'ai un petit regret, c'est ça, le début de match, le premier quart d'heure, on s'est laissé un petit peu endormir par le rythme de cette équipe lyonnaise. Quand on joue au même rythme qu'elle, techniquement, ils sont supérieurs. Mais après, par contre, ce que j'ai adoré, c'est l'état d'esprit, c'est le fait de vouloir toujours aller à l'avant, même à 2-0, on ne s'est jamais désuni, on y a toujours cru. On y a toujours cru. On a 2 poteaux, on a des situations aussi. Alors, eux aussi, ils en ont, mais bon, quand on joue contre ces équipes-là, c'est normal. J'ai aimé surtout notre deuxième mi-temps. Ça m'a rappelé un petit peu le match de Nice, où la deuxième mi-temps, on l'a passé dans le camp niçois. Là, on a fait un petit peu pareil. Alors évidemment, dans les situations de contre, ils auraient pu nous punir. Mais quand on a cette envie, cet état d'esprit, d'abord, on n'a pas été punis. Ça nous a permis de vivre une fin de match où on a cru jusqu'au bout qu'on pouvait le faire. Et on a eu les situations de le faire. Donc il y a plein de bonnes choses à garder de ce match-là. Oui, il y a plein de choses à garder du côté de Patrice Garande et de cette équipe de Caen. Caen, c'est une équipe en fait qui joue tout le temps, qui va toujours de l'avant, qui ne lâche rien. Après, c'est vrai que c'était compliqué sur ce match-ci face à une équipe de Lyon, justement, qui voulait réagir après son échec face à Lille quelques jours auparavant. Donc ça a été compliqué. C'était vrai que cette équipe de Caen s'est inclinée chez elle. Elle est plus jolie à voir que celle de Franck Dumas il y a quelques années, par exemple. Oui, le pauvre Franck Dumas. Laissons-le où il est. Je ne sais pas s'il est encore empêtré dans ses affaires, mais c'était bien compliqué. Il ne faut pas jouer avec les impôts, jamais. Au niveau de Caen, il y a eu quand même quelques petits soucis avec un joueur qui s'en était pris au jeu. Oh non, ne me dis pas qu'Ismaël Diomandé, il l'a encore oublié quelque part. C'est pas possible, Fred. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon? Au niveau, c'est les Lyonnais il y a un joueur qui s'en était pris au juste de touche. Ah, c'est vrai. Oui, tu fais bien d'en parler. C'est Marsal. Marsal qui aurait dû écoper d'un carton rouge. Moi, franchement, je ne comprends pas. Le juste de touche n'a préféré ne pas faire de... Mais c'est rouge direct, là. Normalement, c'est rouge direct. Il n'y a même pas à chercher. Il a poussé l'arbitre avec sa main. Il l'a repoussé. Il l'a touché. Donc, dès qu'on touche l'arbitre, c'est rouge. Mais le juge de touche n'a préféré pas cafeter vers l'arbitre central. Oui, mais ça fait rien. De toute façon, il a beau pas cafeter, tout est filmé. Donc, oui, de toute façon, par contre, il peut être pris dans la commission, il peut être rattrapé par évidemment que ça va passer en non, mais évidemment, il au moins 5 matchs là-dessus. Il va prendre des matchs de suspension et ça serait tout à fait logique parce que on le dit sur tous les terrains, même aux enfants. Voilà, tu ne dois jamais toucher l'arbitre. C'est la base. Oui. Donc c'est un joueur professionnel. Je pense que le juge de touche a dû faire un rapport, à mon avis, à ce propos. Le juge de touche, l'arbitre, de toute façon, tout le monde l'a vu. Le match est filmé, donc que les joueurs auront... Mais l'arbitre a préféré être clément, mais à mon avis, il n'y a pas de clémence à avoir. Tu touches l'arbitre, c'est carton rouge, point. Mais je trouve que l'arbitre a pas exagéré dans cette histoire. J'ai vu un détournement de cette image où on voit ce qu'a vraiment dit Marsal à l'arbitre et on le voit qu'il dit... Genesio a rien vu, lui. Ils ont repris un extrait de la Tour Montparnasse infernale avec Eric et Ramsey. Et il fait à l'arbitre, t'as une tâche là, piscine. Voilà. La vidéo est assez drôle. Non, mais c'est vrai que c'était... Mais oui, ce carton rouge. Et en commission derrière, c'est 5 matchs. On n'a pas à faire ça. Sinon, après, c'est une dérive. Il n'y a déjà pas de respect de l'arbitre en foot par rapport à tant d'autres sports. Et puis, ce sont des joueurs professionnels. Il y a des jeunes qui regardent. Donc, le gamin, quand il va revenir le dimanche sur le terrain, il dit on peut toucher l'arbitre. Marsal, il l'a fait. Non, mais c'est vrai, ça a été comme le coup de boule de Zidane. C'est pareil. Je pense que les éducateurs, après, ont dû ramer pour... Surtout que là, c'est un peu plus que toucher. Parce qu'on voit déjà des joueurs qui touchent. Mais il le pousse carrément. Verratti, par exemple, qui est insupportable avec ça. Oui. Mais il y en a beaucoup d'autres.
qui se permettent déjà de toucher l'arbitre. Normalement, non, il n'y a pas à faire ça. Il n'y a aucun autre sport où on fait ça. Et là, c'est plus que touché. Oui, hein. c'est plus que touché. Donc je pense que la commission il devrait prendre va cher. rattraper Marsal. Allez, on se dirige vers le dernier match de cette journée. C'était du côté du stade de la Mosson avec Montpellier qui recevait l'Olympique de Marseille. Et c'est finalement Giovanni Sio qui va ouvrir la marque pour cette équipe de Montpellier à la 29e minute de jeu avant que Florent Thauvin n'égalise à la 45e sur penalty. Et bien ça se termine là. Un match nul, un but partout. Avec une action litigieuse aussi. Oui, mais il y en a tous les week-ends des actions litigieuses. Là aussi, il y en a une litigieuse, c'est vrai. Pour le but d'Hilton, Hilton qui était hors jeu. Donc. C'est deux clubs qui s'aiment bien à Montpellier OM. Ça, c'est cordial, les relations. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés de l'un à l'autre ces dernières années. Il y a Cabella notamment. Morgan Sanson encore cette année. Morgan Sanson, très bon Sanson. Hilton par le passé qui était passé aussi par là. Il y en a vraiment plein. Oui, il faut dire c'est pas très loin. Donc, ouais, voilà. Il y a 150 km. Voilà, ça y est, on a retrouvé MAP. Là. On a retrouvé Autoroute FM aussi, non? Autoroute Info, oui. Allez, on l'avait perdu sur une aire d'autoroute et il est revenu. On l'avait égaré. Allez, on va écouter la réaction de Stéphane Cessignon, le joueur le milieu de terrain de Montpellier, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Ouais, on a fait des erreurs, oui, c'est ça. On a fait des erreurs dans cette rencontre, oui, c'est certain. Et Steve Mandanda, qui lui, tout simplement, cela reste un bon point, mais aussi vu l'état du terrain. Tous frustrés, mais bon, après, comme je dis, il y a des erreurs que peuvent faire les arbitres. Je ne sais pas si je peux appeler ça des erreurs ou pas, non, mais nous, on ne va pas se lamenter là-dessus. Nous, on est resté dans nos matchs. Ce qu'on avait mis en place pour ce match, on l'a bien fait. Et on savait qu'on était capable, sur la fin du match, de pouvoir le gagner. On a mis tout ce qu'il fallait. Malheureusement, c'est un point qui a été pris ce soir. Donc, on va faire le dos rond, satisfait, même si on est un peu déçu parce qu'on aurait aimé gagner ce match. Mais bon, continuer à bosser pour la suite. Donc pas non plus énormément d'occasions, nous non plus. C'était un match, un match fermé. Et je pense que le nul est, pour moi, logique. Après, je sais pas, je vous laisse analyser et dire ce que vous voulez. Pas déçu, après c'était pas simple, un terrain qui n'était pas évident, une équipe vraiment très difficile à manœuvrer, qui n'ont pas perdu contre les gros aussi. Ils ont un système qui maîtrise vraiment très très bien et qui met en difficulté pas mal d'équipes. Et on aurait pu, si on avait été, on va dire, plus réaliste, et on aurait pu gagner, mais on va dire que c'est un nul logique et surtout on ne perd pas et ça c'est important. Est-ce que les Marseillais auront un nouvel avant-centre après le mercato qui viendrait d'Arsenal? Moi, j'ai vu ça plusieurs fois, c'est une rumeur insistante. Il aurait déjà été approché cet été. Il s'était dit, donc Olivier Giroud, qu'il allait peut-être pouvoir s'imposer à Arsenal. Ça semble compliqué. Guy Stéphane a encore dit hier à Téléfoot qu'il fallait qu'il joue. Mais je pense que ce qui pose gros problème, c'est pas le fait qu'ils viennent, c'est surtout le fait, c'est le salaire. Ouais, après voilà, ils ont des ambitions, ils n'ont pas des ambitions. C'est l'OM Champions Project ou pas? Oui, mais je pense qu'aucun club, ne peut, à part Paris, ne peut s'aligner sur le salaire anglais. Après, il peut aussi faire un effort, lui, peut-être, Giroud, parce que c'est dans l'intérêt quand même de sa Coupe du Monde, quoi. Après, lui peut faire un effort. Enfin, ça serait bien, quoi. Est-ce qu'il va le faire, l'effort? C'est ça dépend quelle est sa priorité. Voilà, tout à fait. C'est parce que pour le moment, je pense que Marseille ne peut pas s'aligner sur le salaire qu'il perçoit actuellement du côté d'Arsenal. Après, lui, le joueur, va-t-il faire un effort, ou alors Marseille va peut-être s'aligner sur le salaire. Après, on peut pas savoir. Tu penses que ça serait bien, toi, Marseille, de venir dans le championnat de France où il n'est pas forcément très très aimé? Giroud? Ouais. C'était un bon joueur quand tu étais du côté de Montpellier. Oui, quand il y était, mais depuis, il y a eu... Après, je pense que ça sera peut-être mieux que Mitroglou, parce que Mitroglou, il a beaucoup de mal pour le moment. Après, ça peut venir. C'est quand même pareil, Mitroglou, c'est un joueur qui a quand même marqué des buts. Après, c'est un peu plus compliqué, mais il faut peut-être qu'il s'habitue aussi à la Ligue 1. C'est pas le même jeu qu'ailleurs. Donc, il a été longtemps blessé aussi. Oui, il a été longtemps blessé, donc il faut que ça revienne. Après, pourquoi pas? Oui, Giroud, de toute façon, c'est un très bon joueur également. Après, est-ce que ça fonctionnera si jamais il vient à Marseille? Ça, nul ne le sait pour le moment. Déjà, il faut qu'il soit là. Déjà, là, ça va être. Je pense que ça va pas forcément être simple pour cette équipe, pour l'équipe marseillaise de s'aligner sur les prétentions salariales de Giroud. Mais la déclaration de Guy Stéphane, quand même, elle est quand même. C'est pas façon, anodin, quoi. Oui, bien sûr. Dire ça en public. Quand un joueur ne joue pas, de toute façon, après, il prend des risques. Il prend des risques de ne
voilà, ne pas être sélectionné avec l'équipe de France, de plein de choses, quoi. Donc il faut jouer. Quand on est joueur, il faut jouer. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à... Voilà, bon, bah là, c'est un autre cas de figure parce que c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, mais comme tous les joueurs, il faut se faire prêter. Surtout que son concurrent principal est dans le même club que lui. C'est ça aussi qui est compliqué. Hein. Oui, aussi. Donc c'est vrai qu'après, ils verront Marseille. Hein, s'ils ont les moyens financiers, c'est surtout faut que le joueur soit d'accord pour venir jouer à Marseille. C'est important aussi, ça, parce que si le joueur n'est pas d'accord... ça reste. Moi, je vois pas pourquoi ils voudraient pas. C'est quand même un OM qui est. Ils sont quoi, 3e aujourd'hui, 3e ou 4e? Enfin, quelque chose comme ça. Oui, mais ils étaient deuxième encore à la dernière journée. Sportivement, la question ne se pose pas. La question elle est toujours la même. C'est le salaire. De toute façon, on en revient toujours au même parce que les joueurs. Ou un prêt, comme ça, c'est pris en. Les joueurs, les clubs, je pense que maintenant, les clubs, ils sont. Voilà. Ça en tape un petit peu. Je pense que c'est le salaire qui prédomine beaucoup. Quand on revient d'Angleterre, c'est plus pareil. Hein, c'est sûr, ouais. Donc, mais il y a une Coupe du Monde à jouer. Exactement. Après, il verra 31 ans. Où est son intérêt. Je pense que ce serait mieux pour lui, mais bon. Après, c'est à lui de décider. C'est à lui de décider. Allez, on va s'intéresser cette fois-ci à la Coupe de France et on va parler un peu du Football Club Sochaux-Montbéliard. Donc, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à venir vous exprimer en direct au 03 81 50 67 51. Maintenant, on va parler de Sochaux, on va parler de la Coupe de France, on va parler également du match que les Sochaliens iront plutôt du côté de la Bretagne affronter l'équipe de Lorient avant de terminer avec Clermont. Allez, on va passer un petit jingle avec la chanson que nous envie Y'a pas Péno sur Europe 1, c'est ça, la chanson qu'on aime bien. Allez Fred. Donner le cœur de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. Le sang bleu et les rois du football, c'est beau, c'est merveilleux. Allez Sochaux. Ah, c'est bon ça, hein Fred? Ah oui, allez Sochaux. Bah oui, allez Sochaux, c'est bon. On aime bien cette chanson, cette musique qui a fait vibrer. Peut-être leur donner du tennis pour vendredi à Lorient. Bah oui, ça va pas être simple du côté de Lorient, mais en tout cas, on est dans une belle dynamique. Comment? C'est jamais simple. Non, c'est jamais simple, mais ils sont pas forcément dans une bonne dynamique depuis 2-3 matchs, cette équipe de Lorient. Mais c'est même pas une question d'adversaire ou quoi que ce soit, c'est juste que la Ligue 2, c'est jamais simple. Quoi. Ah non, la Ligue 2, c'est jamais simple. Quelle que soit l'équipe, c'est vraiment compliqué. Et puis cette année, c'est encore. On sent que tout le monde peut battre tout le monde. Ouais. Le dernier peut battre le premier. Mais c'est ça l'intérêt aussi oui, de ce c'est championnat. C'est ça l'intérêt de ce championnat. Tu as tout résumé. Mais avant ça, il y avait un match de Coupe de France où les Sochaliens se déplaçaient du côté de Saint-Louis. Saint-Louis, on connaît, on y était déjà en 2010. Saint-Louis-Nevègue, oui, tu fais bien de préciser. Parce que sinon, c'est Saint-Louis aux États-Unis ou un autre Saint-Louis. Non, bah là, ça ferait peut-être un peu loin. Là, ça va être pour la tournée, tournée d'été quand on sera en Ligue des Champions, ça. Il serait peut-être plus prenable. Non, c'est en Alsace. Hein. C'est juste à la frontière suisse, d'ailleurs. C'est ça. Bah oui, on y était en 2010. J'y étais en 2010 à Saint-Louis-Nevègue. Bon, je suis allé voir avec le Racing. Oui, avec le Racing, oui, exactement. Allez voir avec le Racing, pas que le Racing Club de Strasbourg. Hein. Non, le Racing Besançon. Hein. Le Racing Besançon, eh bien oui. Hein. Et ben Sochaux, il était en 2010 et s'était imposé 1-0. Et ben là, ça a été un autre match avec Saint-Louis. Saint-Louis qui va ouvrir le score à la 26e minute de jeu. Et bien après, c'est Jenan qui va servir Sengele qui ajuste Ziggy qui remplaçait Maxence Prévost car en Coupe de France, Peter Zedler fait tourner. C'est donc Ziggy qui remplaçait Maxence Prévost et ça fait but pour Saint-Louis à la 26e minute de jeu. Et ensuite, Sochaux va courir après le score. On sait que ces matchs de Coupe de France, c'est toujours un traquenard. Ça a été le cas. Hein. C'est vrai que les joueurs en face jouent le match, peut-être pas de leur vie, mais enfin, c'est un match très important quand on est joueur de football, qu'on évolue en National 3 ou National 2. C'est des matchs
à vivre. On a vu Brest là se faire piéger. Oui, aussi, ouais. oui, Fred va nous donner les résultats tout à l'heure, mais il y a plusieurs clubs de Ligue 2 qui sont passés à la trappe. Donc on sait que c'est toujours compliqué. Cette équipe de Sochaux, elle va courir après le score et elle va quand même réussir à égaliser à la 80e minute de jeu par justement Adolphe Tequieux. Alors c'est vrai que c'est sur coup de pied arrêté, c'est ce qui va permettre donc à Sochaux d'égaliser. Un corner tiré par l'inévitable Florian Martin qui va donner ce beau ballon pour Tequieux qui arrive à catapulter du pied droit le ballon au fond des filets et ça fait un but partout. Alors après on se dit que Sochaux va peut-être réussir physiquement à prendre un peu le dessus dans les 10 dernières minutes, mais non, cette équipe alsacienne n'avait pas envie de se laisser faire. Et on arrive aux prolongations. Alors pareil, aux prolongations, on se dit, bon, le physique va jouer en faveur de cette équipe de Sochaux. Et finalement, non, ce sera les tirs au but et Sochaux va s'imposer dans cet exercice. 5 tirs au but à 4, ça suffit en Coupe de France. Il suffit de passer. En tout cas, un grand bravo à cette équipe alsacienne qui aura mis Sochaux en difficulté. Oui, on a un auditeur, c'est ça? C'est cela, Fred? Ouais. Dis-moi tout. C'est Lionel. Bonsoir, Lionel. Salut, Fred. Comment ça va, Lionel? Ouais, je rentre du marché de Noël. Là, Ah, tu rentres du marché de Noël. Donc, tu m'as fait mon cadeau. Mon cadeau est prêt, alors. J'ai été manger du civet de sanglier. Audi. Mon cadeau est fait, alors? C'est bon, le sanglier. Oui. C'est bon? Le cadeau, c'est la Ligue 1. C'est prêt? La Ligue 1? Oula. Dès cette année, là? Il faut viser haut. Ah, attention, faut pas me faire de promesses. Hein. Faut les tenir, les promesses, après. Hein. Oui. Si on ramène des joueurs, pourquoi pas, mais bon, j'y crois pas quand même. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut changer l'actionnaire aussi si on veut ramener des joueurs, non? Il faut changer l'actionnaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des sous, c'est sûr. Alors, tiens, justement... Déjà, si on se maintient, ça sera déjà pas mal. Finir les 10 premiers. On peut pas, on a une équipe, voilà. Après, on sait jamais. Oui, en tout cas, moi j'ai l'impression que je suis en train de voir un groupe qui est en train de naître. Moi, je ne sais pas si si tout le monde pense comme moi, mais moi, depuis plusieurs matchs, j'ai l'impression que je vois, même s'il y a eu le match à Brest où on a perdu 1-0, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce groupe. Dans ce groupe. Après, il y a eu le beau match contre Valenciennes, il faut le souligner aussi, où Valenciennes on perd 1-0, on arrive à gagner 3-1 avec un superbe match. Moi, je me suis régalé devant ce match, et je le dis, voilà, même du côté de Valenciennes, franchement, Valenciennes a joué le jeu aussi également. Ils ont joué et ça a donné un excellent. Oui, ils n'ont pas fermé le jeu et ça a vraiment donné un excellent. Bon, j'ai pas pu. Sochaux est meilleur quand il joue contre une équipe qui est joueuse. Voilà. Oui, après c'est plus facile quand les deux équipes jouent au ballon. Il y a des espaces. On commence à fermer derrière. Il y a des espaces. Après, quand l'équipe en face ferme le jeu, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, il faut avoir les joueurs aussi pour dynamiter justement les comment on pourrait appeler ça? Aidez-moi, messieurs, dynamiter. Ah non, il n'y a plus personne là. Oh, ça y est. J'ai pas le mot. Dynamiter les défenses adverses. Les défenses adverses. Eh oui, les défenses. Bon, alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de Coupe de France? L'essentiel est fait, on est parti, mais bon, on a failli passer à la trappe. Quoi. Bon, le tirage a lieu ce soir à 19h. Hein. Donc en ce moment, Fred, tu es en train de regarder ça? Ils sont passés à la trappe. Hein. Quand on voit Brest qui mène 2-0, ils sont passés à la trappe. Bah oui, comme quoi. C'est à quelle heure le tirage? Le tirage, c'est en ce moment. Chez nos confrères d'Eurosport, c'est bien ça, il me semble. Ouais. À partir Eurosport 2, il faut être précis là, parce qu'il y a 50 000 chaînes Eurosport, c'est vrai maintenant. Bon, on le saura bientôt. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Fred? Les spectateurs qui peuvent l'avoir parce que Eurosport 2 n'est pas disponible sur les box AD. Seulement, je crois, chez Free, c'est tout. Ah, toi, tu me sidères, tu connais tout. Il connaît tout sur toutes les télévisions. Donc, je regarde les régionales, j'ai mis les régionales peut-être en fin d'émission. Ah, peut-être, ouais. Moi, j'ai une question pour Lionel et puis pour toi aussi, Fred. Oui. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quoi la différence financièrement entre une 5e place de Ligue 2 et puis une 11e place peut-être, puisque c'est aussi quelque chose qui peut motiver. En tout cas, il ne doit pas y avoir beaucoup d'écart, à mon avis. Chez les dirigeants. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'écart. La Ligue 2, c'est moins... Mais ça serait mieux de finir les 5 premiers. Après, je ne pourrais pas te dire financièrement combien ça ferait perdre, mais en tout cas, la Ligue 2, ça ne rapporte pas... Parce que j'imagine qu'il y a quand même une carotte, malgré tout. Vu qu'il n'y a pas de place européenne, il n'y a pas de choses... Il faut finir dans les 5 premiers aussi. Ouais. Après, les 5 premiers, ça veut dire qu'on jouerait les playoffs. Oui, on jouerait les playoffs, mais c'est vrai qu'en termes financiers, je pense qu'il faudrait que je regarde. Faudrait que je trouve ça. Oui, ça peut être intéressant de regarder. Et je pense qu'il n'y a quand même pas grand-chose, parce que la Ligue 2, les droits télé sont quand même... Quand tu arrives de la Ligue 1 et
tu tombes en Ligue 2, comme ça s'est passé pour Sochaux, les droits sont divisés par je ne sais pas combien. Hein, c'est impressionnant. Donc, après, il faut rebâtir une équipe et c'est plus compliqué. D'ailleurs, les joueurs souvent s'en vont parce qu'il faut diviser le salaire par 2. Le salaire moyen en Ligue 1 pour un joueur moyen, c'est à peu près 40 000 €. Donc, tu divises ton salaire déjà en 2 quand tu viens en Ligue 2. Donc, les joueurs ne restent pas généralement s'ils ont une occasion pour aller en Ligue 1. Par 2, par 3, puis même des fois, t'as... Oui. Puis des fois, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'on parlait de l'actionnaire tout à l'heure. Et il y a eu un article ces jours-ci chez nos confrères de l'Est républicain, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Et justement, il revenait sur Jean-Philippe Peugeot qui parlait justement de ce qui se passe. Il y avait une question. Je vous la donne. Dans le pays de Montbéliard, on s'inquiète beaucoup pour l'avenir du Football Club Sochaux-Montbéliard. Alors, on s'interroge sur la solidité financière de l'actionnaire principal, le chinois, donc l'EDUS. Un retour de la famille Peugeot dans le football est-il envisageable? Donc, c'est une question qui a été posée à Jean-Philippe Peugeot, qui fait partie aussi du directoire de la famille Peugeot. Et voilà ce qu'il a répondu. Il n'y a pas que les locaux qui se posent des questions. Moi-même, je m'interroge. Le FCSM a été fondé par mon grand-père, donc c'est un des petits-fils, qui a inventé le football professionnel. Avant lui, les joueurs n'étaient pas payés. Ma famille a manifesté son émotion à la vente du club. Pour autant, elle n'avait pas les moyens de se substituer à un investisseur. Le football mobilise des sommes colossales. C'est un puissant fond. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est en tout cas un milieu qui me paraît très compliqué. Mon neveu, Romain Peugeot, a marqué une émotion à ce sujet. Il a exprimé clairement son souhait d'aider à pérenniser le club, à faire revenir le nom de Peugeot dans ce sport. A-t-il conscience de la difficulté de cette entreprise? Je ne sais pas. Mais il ne viendrait pas tout seul, c'est dans mon avis. Oui. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit je ne sais pas, mais ce n'est clairement pas avec son porte-monnaie qu'il pourra concrétiser son ambition. Ce que je peux dire, c'est que ma famille... Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il poursuit en disant ce que je peux dire, c'est que ma famille reste à l'écoute, si ce n'est plus que ça. Elle essaie de comprendre ce qui pourrait arriver ou pas et de rester en contact avec de potentiels investisseurs capables d'assurer l'avenir du FCSM. Ils connaissent du monde, ils pourraient nous amener, voilà, c'est ça. Cela se fera-t-il avec la participation de certains membres de la famille? Why not? Pour résumer, je dis aux amoureux du FCSM et aux habitants du pays de Montbéliard que ma famille reste attentive à ce qui se passe. Bon, je pense qu'il a répondu à plusieurs interrogations. Bon, ils ont pas vraiment envie de venir forcément tout seul. Ou de venir du tout, je ne sais pas. Après, c'est vrai. Par contre, il a raison sur une chose. C'est vrai que le football, comme il dit, ça mobilise des sommes énormes et c'est souvent un puissant fond. C'est vrai que. Les médiatiques, ils connaissent du monde, ils peuvent faire. Par contre, oui. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils connaissent beaucoup de monde et je pense qu'ils pourraient même eux rentrer. Oui, puis même eux venir avec, je sais pas, prendre par exemple 20% du capital ou 30% et puis le reste le laisser comme ça ferait qu'ils auraient quand même un pied dans le club. Voilà, un pied dans le club et une garantie aussi pour l'avenir, une garantie je vais dire l'âme du club parce que c'est quand même la famille Peugeot qui a fondé le club donc il y a ça aussi qui est important, donc ça permettrait aussi de garantir la pérennité en tout cas de la mémoire, ce qui est important dans un club. Qu'on revienne à un vrai lion, pas un lion bridé, quoi. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Oui, non, c'est vrai. Non, mais voir un beau logo, un vrai lion. Surtout qu'on revienne à. Ça, c'est le club. Oui, c'est vrai que ce lion, il manque. Ça veut rien dire, ça, le DUS, là, c'est dehors. Faut qu'il dégage vite. C'est vrai que le DUS, faut qu'il dégage vite. Là. C'est surtout il veut pas mettre dessous, faut qu'il laisse sa place. S'il n'est pas compétent, qu'il dégage. Disons qu'on va le savoir assez rapidement. Avec Lichtenauer, avec Kenzie, qui dégagent tous. Là. On va le savoir assez rapidement. C'est vrai que le 11 décembre, Sochaux va passer devant la DNCG, donc le DNCG, bien sûr, le gendarme financier, qui va demander sans doute à l'actionnaire Ledus de mettre l'argent qui manque. Donc on va avoir une réponse tout de suite. Soit il met l'argent, ou s'il n'a pas l'argent, il sera obligé de. Il sera obligé de. Il y avait quoi comme alternative Il y avait quoi comme alternative au moment du rachat par Ledus? On ne sait pas trop en fait. À part Peugeot qui a lâchement abandonné le club et puis Ledus. Parce que c'est bien gentil de taper sur... Voilà, on ne sait pas. En fait, rien n'a été transparent. En fait, le groupe Ledus avait fait une conférence de presse en disant qu'il allait bientôt annoncer son projet. Là, ça fait déjà plus de 2 ans. Alors, je ne sais pas, soit le projet, il est resté dans les tiroirs et puis ils ont perdu la clé et ils ne savent plus où il est. Donc, il y a quand même quelque chose qui est quand même pas clair. Après, c'est sûr que l'actionnaire a remis de l'argent l'année dernière parce qu'il y avait aussi un trou. Tous les ans, dans les clubs, il y a des trous. Donc là, c'est vrai qu'il a sorti l'argent. Va-t-il le faire là? On n'en sait rien. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de transparent. Alors après, quel groupe il y avait justement qui voulait reprendre?
On a parlé justement de Romain Peugeot avec un actionnaire peut-être anglais ou peut-être hindou. Enfin, bref, on ne sait pas trop. 20e fortune de France, la famille Peugeot. Oui, bien sûr. 3,6 milliards d'euros. Oui, non, mais ils ont les moyens. Ils ont les moyens de reprendre le club tout seul, franchement. Oui, c'est ça, ils ont les moyens de reprendre. Parce que là, ils nous font quand même un peu pleurer dans l'Est républicain avec Romain Peugeot qui peut pas avec son seul portefeuille. Il y a un petit quelque chose, on voudrait bien, mais on peut point quand même. En fait, alors que c'est une énorme fortune. Comme tu le disais, et comme tu le disais aussi, Lionel, je te tutoie. Hein. Comme tu le disais aussi, Lionel, c'est que même si ils peuvent pas arriver tout seuls avec l'argent, ils ont les connaissances ils ont un réseau absolument énorme. Donc si vraiment la famille Peugeot veut reprendre le club, ça peut se faire très rapidement. Le problème qui se passe, c'est que Romain Peugeot, c'est pas la famille Peugeot, c'est tout un directoire, la famille Peugeot. Ils sont plusieurs à décider. Ils votent. Donc, s'il y a une partie de la famille qui est pas d'accord, c'est terminé. C'est pas Romain Peugeot n'a pas. Il ne dispose pas de la fortune complète de la famille Peugeot. Oui. Mais là, c'est pas Romain Peugeot qui parlait dans les. Non, c'est Jean-Philippe Peugeot. C'est un autre aussi. Oui, c'est ça. Puis je vais vous couper 2 petites secondes parce qu'on vient de m'apprendre que le FC Sochaux recevra Amiens pour le 32e de finale de la Ligue de France. Pas simple. Au Stade Bonal, donc. Bah oui, c'est pas mal. Ça sera au Stade Bonal. Donc ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà mal. Déjà, on reçoit. Le premier week-end de l'an, donc le samedi 6 ou dimanche 7 janvier. Bah oui, satisfait, Lionel. L'équipe d'Amiens, une Ligue 1. Ouais. Bah, j'aurais préféré Lyon, mais bon. Oui, mais il faut commencer petit pour... L'appétit vient en mangeant. Après, il faut se taper Lyon. Voilà. Ah bah, il faut déjà qu'on passe Amiens. Déjà. Déjà. Mais non, mais ça permet en tout cas cette Coupe de France de garder. Il faut déjà le jouer ce match, parce que 6 janvier avec les conditions, c'est pas. Ah, mais ça, je pense qu'ils sont habitués les Sochaliens. Ça là-dessus, je me fais pas de soucis. On est habitués ici le froid. Amiens aussi, je pense qu'ils sont un petit peu habitués au froid. Donc, c'est vrai. Donc je me fais pas de soucis. Ce serait pas mal, hein, après Amiens. Oui, bah après on verra. Faut déjà passer Amiens, ça va pas être simple. Si on passe, vas-y, il faut taper un gros. C'est pas mal. Bon, alors avant de parler de cette Coupe de France, on va revenir un peu sur le championnat quand même, parce qu'on a un match à Lorient, Lionel, avant. Écoute, on avait un beau match contre Valenciennes. Moi, j'étais satisfait. Bah, moi aussi. Surtout de la deuxième mi-temps. Moi aussi, j'étais très satisfait. J'ai vu une belle équipe sochalienne qui a eu une belle réaction. Kaloulou, il manque beaucoup de choses, mais il provoque. Il fait du bien. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce joueur Kaloulou, on l'aura très prochainement ici. On l'aura très prochainement ici. Et c'est un joueur qui ne doute jamais. Et ça, j'aime bien parce que il loupe une occasion, 2 occasions, 3. Il revient. Voilà. Il revient et en plus, ce qui s'est passé là, contre Valenciennes, il a raté une belle occasion. Il avait le but ouvert. Hein. Il pouvait la mettre. Il l'a raté. Ça arrive. Hein. Il n'a pas assez fermé. Il a rabattu son pied. Bon, elle est passée à côté. Et ensuite, il est revenu à la charge et il marque. Donc ça, moi, j'aime bien cette attitude et je pense que ça rejaillit aussi sur tout le groupe. Ça emmène tout le monde, en fait. Et ça, c'est bien. Et c'est une mentalité qu'il faut, c'est une mentalité de gagneur. Et il doute jamais. Il rate une occasion, c'est pas grave, on repart. Il est jeune, hein, c'est un jeune joueur. Hein, faut pas l'oublier aussi également. C'est un très jeune joueur. Le seul bémol dans ce match, c'est qu'on perd sur blessure, on perd. Faneva. Faneva, André Sima. C'est l'Alphonse. Oui, Alphonse aussi. Et Faneva. Voilà, on perd Faneva pour 5 à 6 semaines. Mais puis, surtout, celui qu'on perd, c'est Alphonse. Oui. Il fait du boulot. Oui, après. C'est compliqué, là. Oui, après, c'est sûr que ça va être compliqué. Oui, il remplace bien, il dépanne bien. Et jusqu'à la trêve, on va s'en sortir comme ça. Mais c'est vrai que c'est un match où on le sait, hein, l'hiver arrive, le froid arrive, les claquages commencent à arriver aussi. On arrive à la mi-saison. Donc c'est sûr que les corps... Les contacts au sol, ils sont plus durs aussi. Oui. Le corps est un peu plus fatigué. Les joueurs savent que c'est les vacances bientôt. Aussi, donc, oui, ça joue. Ouais. Ça joue, aussi. On sait que là, c'est bientôt la trêve. Il faut aller chercher au moins 4 points sur les 2 prochains matchs. Il faut essayer d'aller faire quelque chose à Lorient. C'est vrai que Lorient, même s'ils ont gagné en Coupe de France 6-1, mais bon, c'était pas non plus, on va dire le Paris Saint-Germain en face. Hein, c'était le FC Seine. Donc ils ont gagné 6-1, mais par contre ils ont perdu leurs 2 dernières rencontres en championnat. Hein. Ils ont perdu chez eux contre Nîmes 2-1 et ils ont perdu à Valenciennes 4-2. Il restait que sur une victoire, contre le Stade Brestois 4-2. Donc ça fait 2 matchs en championnat où ils sont pas bien. Donc je pense que c'est peut-être le moment de les prendre. Ouais, peut-être. Mais bon, il faudra jouer ça. C'est vendredi qu'on y va. Oui, c'est ça.
C'est vendredi, oui, c'est ça, le 8 décembre, c'est Le ça. vendredi d'après, on On va du côté de Clermont. Moi, je dis les 2 matchs qui viennent, il faudrait prendre au moins 3 ou 4 points. 3 ou 4 points. Bah, faut essayer de faire quelque chose, oui, c'est sûr que ça ne sera pas des matchs faciles, parce que Lorient est 6e et Clermont est 5e également. Au moins un sur les deux. Bah, ça serait bien. Après, on est à l'extérieur, on n'a pas de pression particulière. Si on pouvait prendre 4 points, c'est encore mieux. Bah, si on joue que comme ce qu'ils ont montré contre Valenciennes, écoute, pour moi, tout est possible. Ce que je retiens surtout dans cette rencontre, c'est qu'on perdait 1-0 et on est revenu, on gagne 3-1. Et ça, c'est important. On a des ressources morales. Exactement. Ça dénote de belles ressources morales parce que toutes les équipes ne peuvent pas revenir. Oui, c'est un signe. Moi, je te dis, On ne gagnait pas ces matchs. Oui. On perdait 1-0, on n'arrivait pas à revenir. Oui, puis même. On faisait match nul, mais on gagnait pas. Je sens qu'il y a une équipe, un groupe qui est en train de naître. Moi, je sais pas. Je ressens ça des fois quand je les vois après les matchs, quand ils viennent saluer le public. Tout, je sens qu'il y a quelque chose, non seulement avec les supportrices et supporters, et également sur le terrain. Je ressens qu'un groupe. Moi aussi, et puis de toute façon, s'il arrive à avoir un beau destin en fin de saison, c'est maintenant qu'il faut que ça commence. Il faut que le groupe, de toute façon, il faut que tout le monde tire vers le haut, parce que si dans une équipe certains tirent un peu à droite à gauche, c'est foutu, quoi. C'est mort. Il faut que tout le monde tire vers le haut. Si on peut avoir un repreneur, ça sera encore mieux. En tout cas, c'est maintenant qu'il faudrait l'avoir, leur repreneur, au mois de décembre, pas forcément au mois de juin. Moi, je pense que c'est mieux de l'avoir là maintenant. Oui. Vu la position où on est bien. Puis Sochaux, c'est un nom, faut pas l'oublier. C'est un grand nom du football français. Donc, je pense que des repreneurs, il y en aura. Là, je pense que Peugeot a voulu s'en séparer rapidement. Je ne parle pas de la famille Peugeot, je parle de Peugeot PSA. Oui. A voulu s'en séparer rapidement, trop rapidement. Ça a été fait de manière vraiment brutale, parce que même si on entendait des rumeurs dans ta gauche, la façon. Ils n'ont pas analysé les choses comme il fallait. Eux, ils ont analysé. Eux, ils ont analysé. Pour eux, ça coûtait trop cher. On vend. Terminé. Voilà. Mais après. Premier qu'arrivé. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont vendu à un investisseur dont la transparence n'était pas forcément Moi, je assurée. pense qu'il n'y a pas de coïncidence avec le fait qu'il y avait les accords avec Dongfeng à ce moment-là aussi pour le groupe Peugeot, et qu'il y a eu certainement des choses de delay aussi entre. Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà, entre le groupe chinois, le groupe français, et que Sochaux pouvait faire partie du deal, et que l'Edus et Dongfeng c'est proche. Enfin, voilà, on n'a pas de certitude là-dessus parce que c'est opaque. Oui, et je pense que c'est pas un hasard. Puis il y a aussi le président chinois, mais alors je parle du président de la République de Chine, qui lui est un fin fou de football, et qui a poussé aussi dans ce sens pour récupérer aussi ce qu'on faisait du côté du centre de formation, parce que le président chinois veut une équipe de Chine en football qui soit une nation forte aussi également, donc il pousse en ce sens. Mais il faut savoir que depuis peu, tout l'argent qui sort de Chine est contrôlé encore plus par le gouvernement, donc on va dire il y a 2 poids 2 mesures dans cette histoire, et on voit qu'on avait déjà parlé la dernière fois, on voit qu'au milieu avancé, c'est des Chinois aussi qui ont repris, et c'est compliqué, il y a des gros soupçons de fraude, on voit qu'à Auxerre c'est des Chinois aussi, ça se passe pas très bien. C'est compliqué, mais ils sont allés chercher les joueurs eux, quand même. Oui, ils sont allés chercher les joueurs, mais l'argent a été mis quand même. Il a été émis, mais quand on avait passé ici l'interview qu'avait fait, je crois que c'était France Bleu Auxerre qui avait fait une interview là-bas. Je pense qu'il n'avait pas tout compris aux sommes qu'il fallait mettre en jeu, parce qu'à un moment donné, le journaliste lui dit mais 2 millions d'euros par an, ça ne suffira pas. Et là, il y a eu un blanc non seulement de celle qui traduisait, mais un blanc aussi de l'actionnaire chinois, je me souviens plus, Jacques, non c'était quoi, je sais plus, Zhu, je crois c'est Zhu, mais ça doit pas être Jacques, je dois me tromper de prénom, enfin bref, l'actionnaire d'Auxerre, et je pense qu'il n'avait pas tout compris, en tout cas il y a eu un blanc assez révélateur. Je pense qu'il a pas tout compris, je pense qu'ils n'ont pas compris que tous les ans il faut remettre de l'argent. Et je pense qu'ils ont dû se dire en une fois, on met de l'argent, machin, et ça va suffire. Mais non, tous les ans, il faut remettre de l'argent. Donc c'est difficile de trouver des actionnaires. Il faut trouver qui ont vraiment les reins solides, qui acceptent de perdre de l'argent pour peut-être pas en perdre. Mais c'est de l'image. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut avoir de l'argent pour pouvoir en mettre, c'est sûr, mais il faut aussi en mettre intelligemment pour ne pas en perdre tous les ans. Il faut bien équilibrer les comptes. Voilà. Oui, c'est ça, pour ne pas en perdre, en tout cas un minimum tous les ans.
Et c'est vrai que c'est pas évident. Hein. On voit que même Paris, je pense pour le moment, perdent de l'argent. Ils doivent perdre de l'argent. Bein Sport perd de l'argent en plus considérable. En plus. Et donc le Qatar aussi. Mais bon, eux, de toute façon, ils y vont pour promouvoir leur Coupe du Monde. C'est pas un souci pour eux. Mais il me semble que l'Edus était venu aussi à ce show dans le but de promouvoir la marque, de vraiment développer. Alors oui, ils voulaient trouver des marchés. Ouais. Bon, ils ont quelques marchés en Espagne, mais en France, en fait, l'Edus France a coulé. Quoi. Oui, voilà, il y a eu un dépôt de bilan. Il y a eu un dépôt de bilan, donc ça a un peu changé la donne aussi. Oui, je pense qu'ils n'arrivent pas à s'implanter, mais après, il y a des soupçons quand même derrière. Est-ce que tout est vraiment transparent ? On a l'impression que tout est un petit peu opaque. Lui, par contre, l'actionnaire, il a de l'argent. Hein. Il a quand même entre 95 et 100 millions d'euros de fortune estimée et de fortune personnelle. Mais va-t-il mettre sa fortune personnelle dans le club alors qu'il... S'il a des affaires corrompues en Chine... Ils vont vite lui dilapider. Oui, alors qu'il voulait en plus, il voulait retirer de l'argent du club pour la fameuse Tesla, la fameuse voiture. C'est nos confrères de l'Est républicain qui avaient justement donné cette information. Donc, pour acheter acheter cette voiture, puis qu'il a finalement loué. Enfin bref, il y a plein de choses dans le club. On l'a dit l'autre jour avec le salaire de Ilya Kenzik aussi. On peut se poser des questions. Bon, après, on te donne ce salaire-là, tu vas le prendre. Hein. Mais bon, d'un autre côté, il faut aussi... il faut aussi... C'est inadmissible aussi, sur Kenzik, c'est inadmissible. Oui, puis on n'entend pas, quoi. Il n'y a personne qui parle. Et je pense que quand personne ne parle... Il n'y a rien à faire dans ce club, il faut que ça dégage. Oui, je pense qu'on est... Les Steinauer, les Chinois, les hop dehors. Puis ils ne communiquent pas, donc forcément, quand tu ne communiques pas, tu avec le salaire qu'il a, c'est honteux, c'est non. Oui, c'est... Même là, s'il n'a pas de salaire là, oui, et même, il n'y a aucun président de club de Ligue 1, Ligue 2 qui a actuellement les salaires qu'a Ilya Kenzik. Après, bon, si on lui donne... c'est ça. Hein. Si on lui donne... C'est pas lui le fautif. Hein. Peut-être le président de Paris. Après, il faut aussi que celui qui lui donne réduise un peu, peut-être, réduise le salaire. C'est un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai que si l'actionnaire n'a pas les reins solides, qu'il vende le club. Et puis, on trouvera bien un autre actionnaire. On trouvera bien, en tout cas, j'espère. Oui, le con, c'est celui qui le donne le salaire, c'est pas celui qui le reçoit. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, après, il faut que ça dégage. Oui, ça va être compliqué. Donc, Amiens en Coupe de France. Et puis, prochain match, donc, ça sera du côté de Lorient. Ça sera ce vendredi 8 décembre à partir de 20h. Eh bien, on te remercie, Lionel. Merci d'être intervenu à l'antenne. À bientôt. Oui, en 2018, normalement, parce que là, il n'y a plus de match. 6 ou 7 janvier, maintenant, pour la Coupe de France. Oui, au 6 ou 7 janvier, on sera du côté du Stade Bonal, logiquement, pour recevoir cette équipe, l'équipe d'Amiens. Alfred, je ne sais pas. Hein. Il sera là, Fred? Oui. Il sera là, Fred. Il n'y a pas de match. Il sera là, il n'y aura pas de match. Il n'y a pas d'autres matchs. Non, il n'y aura rien ce week-end-là. Ça va être. Non. Ça devrait être assez tranquille. Il est comme Kenzik, il est toujours en vacances. C'est ça. Mais il va part peut-être en vacances avec, d'ailleurs. Mais il nous dit rien. Mais c'est un garçon secret. C'est un garçon secret. Allez, on te remercie, Lionel. Et puis on te souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année. On est un peu en avance, mais. Ouais, mais ça fait rien. Allez, à bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Eh bien, oui, Allez, bonne soirée, Lionel. C'était Lionel, fidèle auditeur qui... peut-être qu'il interviendra lundi prochain pour l'après-match de Lorient. Ah, oui, c'est vrai. Moi, je suis déjà parti. Attends, il y a encore 2 lundis. Oui, c'est vrai, il y a encore 2 matchs. Ça y est, moi, l'année est déjà finie. Encore le lundi prochain et dans 15 jours, puis après, c'est... C'est toi qui veux partir avec Kenzik, là. Oh écoute, toi, s'il me propose... par contre, on part au chaud. Hein. On va pas au sport d'hiver, hein, non, pas trop. Là, je vais partir au chaud. Ça ferait du bien, hein, 2 semaines. Oui. Sous les tropiques. On cracherait pas dessus. Oui. Ah oui, ça ferait du bien. Ça dépend où c'est les tropiques parce que. Et en plus t'es exigeant. Non si c'est dans l'hémisphère sud, attention au cycle. Hein. Non, mais on va aller janvier là. On va aller à un endroit où ça craint pas quand même. Dans les Caraïbes, il y en a. Oui, après il y a plein de choses. Bon allez, donne-nous un peu des résultats de Coupe de France. Alors, donc je reviens pas sur Sochaux, donc comme je disais. Non, on en a parlé. Je vais donner les principaux résultats parce qu'il y a tellement de petits clubs aussi, donc. Oui, donne les plus gros, hein. Donc voilà, surtout la Ligue 2 en principe. Dans le principe. Alors Valenciennes s'est imposé à Évreux, donc en Normandie 3-0. Grenoble a battu Tarbes 3-0. Donc c'est pas la Ligue 2, mais bon. Oui, après c'est les résultats, oui. La Berrichonne de Châteauroux s'est imposé contre Cholet 5 buts à 3.
Donc le Gazélec Ajaccio n'a pas pu jouer son match à Gémenos en raison des intempéries, puisqu'il neigeait du côté de la Provence, puisque Gémenos c'est un club des Bouches-du-Rhône. Ah oui, c'est vrai qu'ils dans ont la pris région pas mal. d'Aubagne pour être Ils très ont pris précis. sévère en bas, nos amis du sud. Alors Brest s'est incliné à Concarneau dans le derby breton 3-2. Ils sont après prolongation. Alors, autre club de Ligue 2 éliminé, c'est le Stade Lavallois qui s'est incliné à Saint-Brieuc, donc contre Stade Briochin 2-0. L'Entente Saint-Gratien a éliminé le Paris FC, un autre club de Ligue 2, 3-2. Oh, ça c'est une surprise, ça, le Paris FC, qui marche bien cette saison en Ligue 2. Oui. Les Chamois niortais, donc, qui sont imposés au Stade Bordelais, donc c'est un autre club, c'est pas les Girondins, donc 1-0. Raon Litable, donc avec Belfort et Jura Sud en National 2, s'est fait éliminer par Fleury 91, ou à mon avis ça doit être Fleury-Mérogis 4-0. Ouais. Le FC Lorient s'est imposé à Séné 6-1. Donc bravo au Merlu, donc en tout cas. Oui, on en a parlé il y a quelques instants. Alors le FC Guignon, donc futur adversaire du Racing. Tu voulais le caser celui-là, hein? Ouais, futur adversaire du Racing ce samedi. J'y serai d'ailleurs en plus. C'est incliné contre Angoulême, pardon, par 2-0. Donc un partout après prolongation. L'AC Ajaccio est éliminé aussi, par Canet 2-0. Alors, je ne sais pas quel Canet c'est, mais. Canet en Roussillon. Oui, ou peut-être Canet-Plage, non, c'est ça? Oui, c'est le Canet-Plage, parce que c'est avec un seul N, donc ça ne doit pas être Canet des morts. Canet-Plage, Canet-Roussillon, bon, c'est un peu pareil, non? C'est le même en plus. Tu vois. Je connais ma géographie. J'espère bien. Alors, la JOCR s'est imposée à Andrézieux, donc club de la banlieue de Saint-Étienne, 2-1. Ensuite, Tours s'est imposé à Limoges 4-2. Ça va leur faire du bien au Tourangeau. Une victoire. Donc le CA Pontarlier, donc j'ai oublié aussi. Oui, s'est imposé au FC Morteau-Molbon 2-1. Bravo. Sachant que les Portisaliens ont laissé la recette. D'ailleurs, on ne sait pas contre qui ils jouent là. T'as pas l'info? Non, pas encore. Non, ils n'étaient pas dans le groupe du FCSM. Donc je regarde si j'ai du nouveau. Non, pour l'instant non. Donc ce sera sans doute, je vous dirai sûrement vendredi dans la midinale. Donc. Non, on le saura peut-être ce soir, des fois. Peut-être d'ici dans les dernières minutes. Oui, allez, vas-y. Et donc, Belfort s'est incliné à Isère 3-0. Une semaine après leur match nul en championnat. Oui, c'est vrai, les Belfortins, pas de chance. Là. Ensuite, Beauvais s'est incliné à Hasbrook 3-0. Boulogne-sur-Mer a gagné à Arras 2-1. C'est tout ce que tu as comme résultat? Non, Lens a battu Stade de Reims. On a fait Ligue 2 3-2. Ensuite, Nîmes s'est imposé à Anduze, donc 3-1. Anduze, un autre club du Gard. Épinal n'a pas encore. Épinal et Blanc-Ménil, un match reporté. Et Vannes s'est imposé à Saumur 6-5, 0-0. C'est un club d'Aurélien Fèvre, Vannes. Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. Et puis. Le Mans qui s'est imposé face au Excelsior 3-2. D'accord. Nickel. C'est un MUC 72 de Ligue. Nickel, on a résumé une grande partie des résultats. Et Chambly de Coupe de France. s'est imposé à Agno 3-1. Oui, c'est tout. Le foot, c'est bien pour ça. Enfin, le sport en général, mais le foot en particulier, c'est bien pour réviser aussi la géographie, tout ça. C'est vrai. Moi, je sais que j'impressionnais beaucoup au collège de savoir que, par exemple, c'était Vaduz, la capitale du Liechtenstein. C'est ça. Mais c'est parce que le PSG les avait joués en 32e de finale en Coupe de l'UEFA. Club qui était d'ailleurs rattaché avec le championnat suisse. Je ne sais pas s'il l'est encore. Coupe de l'UEFA à l'époque. Oui, ils sont rattachés au championnat suisse. Ils sont rattachés. Avec le FC Toutoun. Voilà. Le FC Toutoun. Ou le FC Bâle. Je me rappelle le FC Toutoun contre Arsenal. Le FC Toutoun. Il y a quelques années déjà. Ou les Young Boys, tout ça. C'est vrai que tu as raison. C'est vrai qu'on a, en voyant tous ces résultats, on apprend aussi la géographie. Parce que beaucoup veulent voyager en dehors de la France, mais déjà, c'est bien de connaître déjà son propre pays. Et puis le FC Sion, cher à Peter Zeller. Ça y est, il nous ramène vers la Suisse. Il ne veut pas qu'on parle. Oui. Et puis le FC Sion, d'où venait Peter Zeller. D'où vient Peter Zeller et d'où vient une ville comme Cardiff, par exemple. Si on suit le rugby. C'est au Pays de Galles, ça. Cardiff, ça jouait en finale de coupe contre Toulouse, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Dans les années 90, et on savait que Cardiff c'était la capitale du Pays de Galles. J'ai du nouveau pour Pontarlier
Oh, il est tombé surtout sur un gros morceau. La Ligue 1 Italiens contre Montpellier. Ah, et la Ligue 1, oui. Bon, alors, ça va jouer quand là? Parce qu'il y a les 2 matchs qui vont être. Soit le 6 ou le 7. On essaiera peut-être de suivre les deux. Si c'est un match le samedi et un le dimanche. On verra. Oui, à mon avis, ça sera pas. Je pense pas qu'ils vont se télescoper. Enfin, j'espère pas en tout cas. Je pense qu'il y en aura un le dimanche et un le samedi. Ça serait bien pour tous les amoureux du football. Il y aura un à 14h, l'autre à 17 ou 18, on ne sait pas. Allez, juste pour vous donner une petite info, parce que j'ai vu ça chez nos confrères de l'Est républicain, il parlait justement de Guy Maillard-Salin, quand je vais y arriver, le petit-fils du premier président du FC Sochaux-Montbéliard. Je ne sais pas si vous avez lu un peu cet article. Alors, non. C'est un nom qui ne s'est pas forcément qui est venu aux oreilles. Et c'est vrai qu'au fil des années, il s'est senti gagné par la passion du FC Sochaux-Montbéliard. Et il y a eu une histoire. Alors, le petit-fils du premier président du FC Sochaux-Montbéliard, aujourd'hui, il est en retraite d'ingénieur à Montbéliard, enfin de son dernier poste. Et justement, il a pris le temps de s'interroger sur sa biographie familiale. Et puis, il a ressorti un petit peu une frustration, devant le peu de place accordée à son grand-père dans la grande histoire du FCSM. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit: j'ai eu envie de rétablir l'histoire. J'entends ou je lis à chaque fois que le président fondateur du FCSM a été Jean-Pierre Peugeot. C'est faux, ce qu'il dit. Et ça me gêne, surtout pour mon petit-fils qui porte le même prénom, Louis, et reste passionné par le FC Sochaux. Rien que pour ça, c'est bien qu'on rétablisse la vérité, que le gamin puisse savoir que son arrière-grand-père a été à l'origine du club. Donc, il précise, c'est bien Louis Maillard-Salin qui est devenu le premier président du FC Sochaux-Montbéliard en avril 1930. Alors, il ne faut pas se méprendre, Guy... il est soucieux dans sa démarche de ne pas se faire de publicité ou de porter forcément atteinte à la famille Peugeot. Voilà ce qu'il dit. Il dit: mon grand-père était le deuxième personnage de l'usine. En étant directeur de la carrosserie, il s'intéressait beaucoup au sport, au football. À l'usine, il a été décidé de créer un club pour notamment occuper les ouvriers le dimanche. Mon grand-père, en collaboration avec 2 autres personnes qui travaillaient à la carrosserie, messieurs Bailly et Bonal, a donc créé le FC Sochaux en 1928. Chose qui n'aurait pu se faire, il est vrai, sans l'assentiment de Jean-Pierre Peugeot. Donc oui, c'était assez sympa de rappeler, pas une anecdote, parce que voilà ce qu'il dit en plus. Il explique... il explique un peu peut-être ce manque de reconnaissance. Il dit: mon père a davantage subi l'investissement pour le foot de mon grand-père et ne s'y est pas intéressé ensuite. Alors c'est vrai que aujourd'hui, son œil... c'est vrai que c'est Auguste Bonal, c'est donc le stade. Et Louis Maillard-Salin mérite au moins, sans doute, la reconnaissance due au premier président de ce club. Donc c'était bien, je pense, de le rappeler un petit coup. Et c'était assez... j'ai trouvé l'histoire assez sympathique. Alors, oui. Si vous voulez, j'ai quelques affiches de Coupe de France, si ça vous intéresse. Allez, vas-y, donne-nous quelques affiches, fais-nous saliver un petit peu. Un petit peu comme Strasbourg-Dijon, Nancy-Lyon, c'est pas trop mal ça. C'était Lionel qui voulait Lyon, ça sera du côté... Il faudra qu'il aille du côté de Nancy, bon, c'est pas très loin. Toulouse-Nice. Ouais, Marcel Picot. Il y a un intéressant Toulouse-Nice aussi. Ah oui, il y a des affiches alors. Saint-Étienne-Nîmes. Ça va être compliqué pour Saint-Étienne là. C'est Ajaccio-Grenoble. Ouais. Je donne quelques Ligue 2 aussi. Oui, allez, vas-y. Après, on va enchaîner sur le handball et on va terminer avec le handball. Bourg-en-Bresse qui se déplacera à Fabrègues, donc dans la banlieue de Montpellier. Donc, à mon avis, ce match se jouera sûrement à la Mosson. Mets ton micro bien devant parce qu'on t'entend plus. Je pense que le match de Bourg-à-Fabrègues se jouera au stade de la Mosson, puisque Montpellier se déplacera au stade Paul Robe. On verra. Puis donc c'est tout pour l'instant. Et bien voilà, c'était dire que tout. Pontarlier aurait été dans le groupe qui était composé de Monaco, Nice, Toulouse, Bourg-Péronas, Saint-Étienne et Montpellier. Ça avait quand même du beau monde. Et bien voilà, donc les 2 affiches pour les 2 clubs franc-comtois, ça sera Sochaux-Amiens et puis Pontarlier contre Montpellier. Nous essaierons d'avoir au moins un des 2, peut-être les 2 si ça tombe. Il y en a un, c'est sûr. Le deuxième, faut pas qu'ils tombent les 2 en même temps parce que là, à part nous dédoubler, ça va être compliqué. Si on veut se faire cloner. Le samedi, l'autre le lendemain soir, le lendemain après-midi.
Peut-être l'après-midi, je sais pas. Après, c'est. T'es allé voir Pontarlier-Caen il y a 4 ans, quasiment. C'est vrai. On est allé voir Pontarlier-Caen. C'était assez sympa. Je sais même pas si on l'avait commenté, je crois, en direct. Je sais plus. Commenté avec Guillaume. Oui, avec nos 3 bouts de ficelle. Nos 2 bouts de ficelle, nos 3 pinces à linge. Avec Guillaume et Elie à la régie. Puis une antenne collée sur le toit. Depuis, on a racheté du scotch, donc ça va. Oui, depuis, on a racheté du scotch. L'investissement a été total. C'est pas leur première 32e de finale, puisqu'ils avaient déjà fait il y a 4 ans. Pontarlier, c'est. Et 32e, c'est dans le nez maintenant. C'est le deuxième en moins de 5 ans. Oui, 32e de finale. C'est souvent ils sont là et c'est parce qu'ils ont l'expérience aussi. Et c'est ce qui les a fait gagner aussi du côté de Morteau. L'expérience, ils l'ont. Et en tout cas, bravo à eux. Et on essaiera d'être là pour le match. Il ne faut pas que les 2 matchs se télescopent. Ça serait assez sympathique. Allez, on a terminé avec le football. On va aller un petit mot de handball parce qu'il y avait un match ce vendredi soir du côté du Palais des Sports. C'était le Grand Besançon Doux Handball qui recevait l'équipe de Nice. Nice qui restait sur une belle performance. Ils arrivaient avec 3 victoires d'affilée. Donc c'était un morceau avec le 2e meilleur marqueur de la Ligue qui n'était autre que Nati Camara qui était la saison dernière du côté du GBDH. Et on va dire que ça ne s'est pas très bien passé pour les hommes d'Alain Porte qui ont, on peut le dire, explosé dans cette rencontre. Ils se sont fait battre 35, j'en rajoute à 27. Et à un moment donné, il y avait même plus 12 dans cette rencontre. Donc ça a été très compliqué pour cette équipe du Grand Besançon de handball. On va écouter la réaction de Théo Avalanche de Mouge qui nous a accordé un entretien. C'était très sympa. C'est jamais facile de parler après une grosse claque. En tout cas, il l'a fait et on l'en remercie. Allez, on est avec Théo. Théo, soirée cauchemardesque ce soir face à Nice, défaite 35-27. Ça a été plus que compliqué. Ouais, plus que compliqué. Pourtant, on rentre plutôt bien dans le match. Après, c'est même plus un passage à vide. C'est en première mi-temps, on se prend je sais pas combien à 0, peut-être 7-0, un truc comme ça. Voilà, et à la mi-temps, on se dit des trucs et on relève même pas la tête en deuxième. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est vraiment une soirée cauchemardesque comme tu l'as dit et va falloir débriefer tout ça et se remettre vite au boulot. C'est vrai qu'en conférence de presse, Alain Porte avait insisté aussi sur les pertes de balles. Il a manqué, il y a eu des manques partout ce soir. Il y a eu des manques partout, je pense dans tous les secteurs. Je sais pas si on a fait quelque chose de bien ce soir, franchement. Mais voilà, après l'équipe est... Faut qu'on reste ensemble, l'équipe est, je pense, très déçue, moi le premier. Mais la saison est encore longue et pour se maintenir, il va falloir aller arracher des points ailleurs que ici. C'est ce qu'on voulait pas et on va être obligé. Donc va falloir se mettre vite au boulot et relever la tête très vite. Voilà. Et justement, arracher des points, prochain match à Chartres, ça va pas être évident non plus, chez le leader. Non, ça va pas être évident, c'est le leader, mais si on veut se maintenir, va falloir rattraper ces cagates là, parce que ce match-là, on n'avait pas le droit de le perdre et surtout pas de cette manière. Donc voilà, c'est vraiment presque honteux quoi ce soir. L'important c'est de pas lâcher dans les têtes, c'est ça? Ouais, l'important c'est de pas lâcher, de rester ensemble, de pas se désunir. Parce que voilà, il reste encore beaucoup de matchs, plus que la moitié de la saison. Par contre, voilà, va falloir vite se remettre en question. Merci Théo. Oui, ça a été un match compliqué pour cette équipe. Justement du GBDH et qui aura fort à faire. Comme le disait Théo, le GBDH se rendra donc ce vendredi 8 décembre à partir de 20h du côté de Chartres qui est deuxième de la Pro League. Bon, c'est pas forcément un match où ils vont pouvoir se faire la cerise, mais bon, après on ne sait jamais. Contre le leader, ils n'ont rien à perdre. Ils ont peut-être déjà la tête en coupe contre Chambéry le 17. Je pense qu'ils ont plus... je pense qu'Alain Porte va leur remettre la tête à l'endroit. Chambéry, ce sera le 17 décembre. Et on y sera d'ailleurs. Oui, on y sera en tout cas, j'espère. et je pense que le championnat est quand même le plus important. Il faut absolument assurer le maintien.
Et pourquoi pas aller faire un coup à Chartres avant de recevoir Caen. Ce sera le mercredi. Ce sera un mercredi. Attendez, Mercredi 20 décembre. Retenez bien ce jour, un jour inhabituel. On jouera en semaine, le mercredi 20 décembre à partir de 20h du côté du Palais des Sports. Venez encourager l'équipe du GBDH qui recevra l'équipe, les Vikings, comme on dit, de Caen. Les Vikings, de toute façon, ce match-là, on est sûr d'y être. De toute façon, au moins celui-là, Chambéry, je pense. Aussi. Oui, on sera tous à l'abordage. Pour les 2 matchs, espérons-le. Moins pour Caen, mais Chambéry, j'espère aussi. Oui, on essaiera d'y être. Bien sûr, on suit le GBDH tout au long de la saison et on ne les lâchera pas. Et on espère que le maintien sera là. Et peut-être des renforts qui c'est en janvier. Et après, c'est vrai qu'il manque peut-être 1 ou 2 bras dans cette équipe. Il y avait Quentin Eman l'année dernière qui était capable de décocher des tirs de loin. Et c'est peut-être ce qui manque actuellement pour cette équipe du GBDH. Mais après, c'est toujours pareil, quand on n'a pas forcément les moyens, c'est compliqué aussi. Il faut faire aussi avec ce qu'on a. Après, c'est vrai qu'il y aurait des choses à dire sur la politique sportive de Besançon. Ouais, après, c'est sûr qu'il y a aussi la politique sportive. Mais bon, après, il est vrai que la ville ne peut pas aussi sponsoriser tous les clubs. Et à un moment donné, il faut aussi que les clubs trouvent des mécènes, on va dire, des actionnaires, leurs propres ressources. Mais après, dans une ville comme Besançon, c'est peut-être pas forcément évident. Au niveau foot, le Racing il commence à avoir de plus en plus de sponsors en ce moment. Oui, après, c'est sûr que Roland Girard, il trouve assez rapidement des sponsors, comme les LIP, par exemple, qui sont dedans. Après, c'est au club d'aller démarcher. Mais après, on n'est pas dans une... Mais il y avait mégapole. Hein. Il y avait un potentiel il y a quand même quelques années qui a un peu été laissé à l'abandon. Et, oui, aussi peut-être. Il peut y avoir des regrets quand même sur des choses qui ont été faites par le passé. Oui, parce qu'il y a quand même, des grandes entreprises ici, même s'il n'y en a pas des centaines, on va dire. Mais il y a quand même des grands groupes qui peuvent aussi investir dans des équipes. C'est toujours une image, une bonne image d'investir dans le sport. Enfin, moi, je trouve. Hein, après, c'est toujours pareil, comme on le disait tout à l'heure. On investit et peut-être qu'il faut remettre tous les ans. Après, je ne sais pas. Après, ça fonctionne encore différemment. Mais c'est jamais simple. Alors après, il faut trouver le bon modèle économique et c'est pas toujours évident. En tout cas, on espère que toutes les équipes vont s'en sortir cette saison et vont obtenir leur maintien, voire plus pour certaines, on l'espère. Donc à faire comme nous, être bénévole, c'est le bon modèle économique. Oui, c'est un bon modèle économique. Mais c'est quand même du travail. C'est quand même du boulot. Donc donc soyez tous bénévoles. Fred, ça y est, il s'est endormi. Non, ça y est, il est plus d'accord là. Il va toucher son chèque en partant, donc il s'en fout lui. Pas du tout. Hein? Non, pas du tout. Ah bon? Passe par la compta. Bon allez, c'est terminé en tout cas pour cette émission Soyons Sport. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci Seb, merci Fred. De rien. On se retrouve lundi prochain avec la victoire des Sochaliens du côté de Lorient. Puis rediffusion à 22h. Ah oui, ce soir, rediffusion à 22h, c'est vrai. Bien joué Seb. Puis rediffusion à partir de 22h. Je fais ma petite promo. Il y a la vas-y. chronique Disney tous les jours. Alors, je sais plus les horaires. Autour de 11h20. Il y a 11h20 dans la midinale de Caroline. Et puis, après le Club des Optimistes ce soir, je crois. Et il y a une rediffusion à 13h45, je crois. 13h45. Également, donc, pour la chronique tous les jours, un Disney, où on présente un grand classique des studios Disney. Et puis, mercredi, à ne pas rater la chronique BD à 13h avec Raphaël Messan sur un magnifique album qui s'appelle Les Damnés de la Commune, qui est réalisé entièrement avec des gravures du 19e siècle et qui parle de cet épisode méconnu de l'histoire récente de France, cette révolution qu'il y a eu dans Paris. Donc si vous voulez tout savoir sur la commune et découvrir un magnifique album de BD, eh bien ça sera mercredi à 13h dans la chronique BD. Sur la commune de Besançon, c'est ça? Sur la commune de Paris. Ah, de Paris, d'accord. C'est Paris uniquement. Non, des fois, si on trouvait quelques lingots d'or cachés pour aider les clubs. Non, sur la commune, la période historique, l'insurrection parisienne. D'accord, ça a l'air en tout cas d'être très intéressant. C'est magnifique. Eh bien, merci messieurs. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, avec des victoires plein la besace. J'espère. Avant Noël. Espérons, ouais. Et puis surtout, n'oubliez pas, allez,